Alors c'est un honneur d'être ici. Merci à David pour l'invitation. Alors je vous parle un tout petit peu de mes débuts pour avoir le background sur pourquoi je peux parler du sujet dont je vais parler aujourd'hui. Moi en fait je fais partie des tout premiers, des pionniers de l'internet comme on appelle. En 1994, j'avais 16 ans, j'étais un des tout premiers à me connecter sur internet. Je suis devenu journaliste, le premier journaliste en France qui écrit régulièrement sur ce sujet. J'écrivais à l'époque, on n'écrivait que dans les magazines spécialisés, magazines d'informatique. Donc j'étais au lycée, en même temps écrivais, c'était très sympa. À l'époque, on payait 80 francs l'heure de connexion, juste pour vous dire. Ça coûtait très cher. Donc on était connecté 4 heures par mois. Donc ça on est en 1994. Le grand public est arrivé à peu près en 99-2000, d'accord, sur internet. Pour voir une image à l'époque, on devait attendre à peu près une demi-heure pour voir une image. Je me rappelle, on allait sur le site du Grand Louvre, et il y avait la Joconde, on pouvait voir la Joconde et on attendait qu'elle apparaisse. On allait prendre un café, on revenait, la Joconde n'était pas encore arrivée. Donc, et surtout, il y a le compteur qui tourne et tout, c'était impressionnant. Je me rappelle la première fois que j'ai vu une vidéo, c'était sur Internet. C'était la taille d'un timbre au poste, comme ça. C'était George Michael qui avait fait la première transmission vidéo live. Et donc voilà, donc j'ai fait partie de tout ça. Et j'ai fondé ensuite, j'ai été journaliste après mon bac. J'ai pris une année sabbatique qui dure jusqu'à aujourd'hui, donc 41 ans. J'ai été journaliste, j'ai travaillé dans une entreprise en même temps pour les conseiller dans leur stratégie online. Et en 97, j'ai fondé ma première entreprise, j'avais 19 ans. 21 ans, voilà, j'étais déjà dans la presse, super, envoyé spécial, les chaînes de télé, tout, voilà, ça ne s'arrêtait pas. Le start-upper en chef. En fait, le mot start-up, quand j'ai créé ma boîte, je ne savais même pas que ça existait. Je ne sais même pas si ça existait, d'ailleurs, je ne sais pas quand il a démarré ce mot. Mais en tout cas, j'étais un peu la mascotte comme ça du secteur. Le jeune qui lève des millions d'euros et valorisation des boîtes en centaines de millions, on m'appelait le Bill Gates, j'étais millionnaire et tout. Et tout ça, c'était du papier, c'était du vent. Mais par contre, on avait un très bon service. J'avais fondé une entreprise qui faisait un service qui ressemble à Google News aujourd'hui. C'est bien mieux que Google News aujourd'hui d'ailleurs. Et en fait, ça permettait aux gens de taper des mots-clés, de recevoir tous les matins une revue de presse correspondant à leurs mots-clés. On avait après quelques années, on avait près d'1,5 million de personnes qui recevaient tous les matins, quasiment à la même heure, un mail, et avec chacun différent sur l'actualité. Et c'était gratuit. Je passe les détails parce que je ne suis pas là pour raconter ça ce soir. Donc je fonde cette société, je la vends en 2004. En 2004, c'est ça. Je m'étais marié en 2002. En 2004, je vends mon appartement et la société le même jour. Ça se fait Mina Shamaim. Donc là, on n'avait pas de questions avec ma femme et nos 2 enfants et demi. On a décidé de venir ici. On n'a pas été appelé l'agent juif, pas fait d'oulpan, rien du tout. On est arrivé, on a pris un billet d'avion, on est venu s'installer. On s'est installé à Ranana pendant 4 ans. Et en fait, pendant cette période-là, en arrivant ici, j'ai commencé à travailler sur plusieurs sujets. On a failli lancer la Freebox en Israël. On a été bloqué par le gouvernement. On a voulu, j'ai travaillé pour Lagardère et j'ai fondé une autre entreprise. Pareil, je passe les détails. J'ai fondé à peu près une quinzaine d'entreprises dans les 20 dernières années. La plus connue, où je suis cofondateur, c'est Litchi, les cagnottes Litchi. Je suis cofondateur de Litchi. Même si, je vais dire, c'est pas mon idée, c'est l'idée de Céline Lazare, la cofondatrice. Et elle m'a appelé pour être son mentor. Donc en fait, on a fondé la boîte ensemble, on a tout fait depuis le début, on a recruté la première équipe et tout. Et après, ça a bien avancé sans moi. En 2010, j'ai fondé avec Xavier Niel, cofondé un fonds d'investissement qui s'appelle Kima Ventures. Où en fait l'idée, on était en pleine crise de 2008, en plein chaos mondial. On pensait, les gens regardaient leur compte en banque pour voir si leur argent était encore là chaque jour. Et nous, on arrive en disant, on va investir dans une start-up par semaine. C'était complètement dingue, ça n'existait pas du tout, le marché était mort, même dans la Silicon Valley. Et on s'est mis à investir dans une start-up par semaine. Après 2 ans, on a investi dans 100 start-up. Après 5 ans, on a un peu accéléré, on a investi dans 360 startups dans 26 pays. Donc ça, c'est moi qui gérais ça, seul pendant 3 ans et après avec 2 assistants.
J'étudiais, donc moi j'habitais à Bnei Brak depuis 2008. J'étudiais le matin jusqu'à 1h et l'après-midi, je m'occupais de voir des milliers de boîtes. J'ai dû voir plus de 25 000 business plans en 5 ans. Donc voilà, donc j'ai vu beaucoup d'entreprises, je suis actionnaire de plein d'entreprises, j'ai fondé des sociétés dans quasiment tous les secteurs, dans le domaine de la finance, dans le domaine du jeu, dans plein de choses. Voilà. L'une des dernières, c'est fonder Developers Institute, qui est une école à Tel Aviv, une école de code pour apprendre à coder en 3 mois. Voilà, c'est une super école si ça vous intéresse. C'est à Tel Aviv. Mais moi aujourd'hui, depuis 2 ans, après avoir conseillé des grands groupes, quelques grandes fortunes dans le monde, etc., j'ai fait un break et là j'étudie à plein temps. Donc je suis en yeshiva toute la journée. Donc là je viens de la yeshiva direct. Voilà, je profite de ce qu'il y a de fort en Israël en ce moment. Donc en fait, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le sujet du monde de la technologie. Donc comme vous avez compris, je connais un peu le sujet et j'ai eu la chance de vivre avec l'ensemble des pionniers, des pionniers de l'Internet. Et en fait, le sujet dont je vais te parler, c'est un sujet que je pourrais donner même à des personnes non juives. D'accord ? C'est-à-dire le problème dont on va parler là, c'est un problème mondial. C'est un problème où il y a beaucoup de gens qui sont en train de se rendre compte que le problème est conséquent. Mais nous, en tant que juifs, on a une obligation encore plus forte de faire attention à ces choses-là. Donc voilà, donc l'idée c'est de vous donner des bases et après vous prenez les choix que vous voulez et vous gérez votre vie comme vous voulez, mais au moins vous êtes au courant de ce qui se passe. Le sujet n'est pas que pour les enfants. On n'est pas là, il ne faut pas venir ici en disant oui, mes enfants sont accros à la technologie, au smartphone et tout, il faut que je les éduque, etc. Non, on est tous accros, tout le monde a un problème. Moi, Baruch Hashem, j'ai enlevé, il y a 4 ans, j'ai jeté tous mes smartphones dans une poubelle. En général, on est tous accros, donc il faut oublier. En général, très souvent, quand j'arrive à te parler de cette conférence, les gens me parlent de leurs enfants et tout. Et je lui dis, vous madame, vous avez regardé pendant tout le cours votre téléphone. Alors bon, c'est ce genre de choses, donc il faut bien se dire, le problème est déjà chez nous, chez tout le monde, et les enfants encore plus, parce que les enfants, effectivement, c'est une grande loupe pour faire beaucoup plus les choses que l'on fait nous. Il y a dans la Torah, il est écrit, à la création du monde, que Dieu a créé l'homme à son image. Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. À son image, alors on sait très bien qu'on ne ressemble pas à Dieu, a priori, d'accord, il n'a pas de bras, il n'a pas de tête, etc. Donc c'est quoi à son image? Et les Mefarshim m'expliquent, c'est qu'on a le pouvoir de choisir. D'accord? La Bechira, la force de choisir. C'est-à-dire à la différence d'une bête, une bête, quand elle voit un steak, ou elle voit n'importe quoi qui a l'air bon, d'accord? Elle va sauter dessus et le manger. Elle ne va pas se dire, est-ce que je ne vais pas trop grossir? Est-ce que je ne devrais pas attendre un peu entre la viande et tout ça? Non, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que c'est bon, je mange. D'accord? Nous, en fait, en tant qu'homme, on a à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, on anticipe un peu les problèmes potentiels. On sait que si on se goinfre trop, à un moment ou à un autre, on va se sentir mal, d'accord? Et ça, c'est la différence entre l'homme et la bête. La bête ne s'arrêtera pas, d'accord? La bête ne s'arrêtera pas, sauf si elle sent un sentiment de rassasiement, effectivement, elle va s'arrêter. Mais nous, on doit s'arrêter avant. D'ailleurs, le Rambam dit par rapport au rassasiement, c'est dès qu'on est arrivé à 2/3 de son appétit, c'est-à-dire que dès qu'on sent qu'on a mangé 2/3 de ce qu'on devrait manger, on doit s'arrêter, parce qu'en fait, c'est pas que tu as encore faim, c'est que ton cerveau n'a pas encore réagi, ne sait pas encore que tu n'as plus faim, d'accord? C'est-à-dire que l'information n'est pas montée de l'estomac au cerveau, et donc le cerveau ne sait pas encore que tu as plus faim. Donc arrête-toi aux 2/3, et tu verras, attends quelques minutes, et tu verras, tu n'auras plus faim. D'accord? Donc en fait, ce sont des calculs comme ça, et donc l'homme doit faire des choix. Les choix, c'est pas de choisir son menu sur une carte, d'accord? D'ailleurs, il faut savoir que dans les prochaines années, même ça existe déjà, avec l'intelligence artificielle, etc., n'importe quel ordinateur saura encore mieux que vous ce que vous avez besoin de manger, qu'est-ce que vous pouvez aimer à n'importe quelle heure, etc., etc. Ce n'est pas de choisir sa route, si je passe par le Vish Echad ou Vish 443 pour aller à Jérusalem, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que ce sont des machines qui prennent ces décisions. Waze fait ça bien mieux que nous. Donc en fait, le choix, la force du choix qu'on a en tant qu'homme, c'est de se dire, est-ce que la décision qu'on va prendre est bonne pour moi à long terme ou mauvaise pour moi?
On peut avoir des plaisirs immédiats, on peut faire des choses qui sont des plaisirs immédiats, mais qui sont mauvais à long terme. Et on peut faire des choses qui sont effectivement des choses qui sont un peu plus compliquées maintenant, mais à long terme sont bien meilleures. Et ça, en fait, ça se résume, ça s'appelle les mitzvot, d'accord? Les mitzvot sont toutes construites pour nous construire à long terme, pour nous faire grandir, pour nous rendre meilleurs. Et donc l'homme a besoin de faire attention, a besoin de faire des choix, et a besoin effectivement de se construire en permanence pour arriver à faire les bons choix. Le vrai problème, c'est que à la fois notre Yetzer Hara, d'accord, notre mauvais penchant est en permanence en train de nous faire oublier que l'on a justement quelque chose à construire dans la vie. Donc on peut faire des erreurs, d'accord. Par exemple, on peut arriver en Israël en disant voilà, bon, j'ai fait mon aliyah, comme je dois avoir une parnassa, je vais commencer à bosser dans les trucs, dans le vol, dans tous des trucs pourris. Et au moins, c'est pas grave, c'est le début et après on verra construire. On ne se rend pas compte que quand on est en train de faire ça, on est en train de détruire les fondations de sa famille, les fondations de sa maison, les fondations de sa propre personnalité. Et donc après, à long terme, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Donc on a besoin toujours d'avoir du recul. Et donc notre Yetzer Hara nous dit, non, on fait les choses maintenant, pour l'instant je fais comme ça, je rencontre une fille qui me plaît, je suis pas marié évidemment en tant que célibataire, quand une fille me plaît, je peux dire je peux aller tout de suite avec cette fille, ou alors je dis tiens, c'est vraiment la fille idéale, je construis, etc. et je vais faire en sorte de me marier avec elle pour pouvoir construire quelque chose. Donc le Yetzer nous fait toujours consommer maintenant. Et comment est-ce qu'on fait en fait donc pour éviter ça, pour se battre contre ce Yetzer? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir tout le temps. Il faut avoir du shuvadat, il faut penser. Il faut étudier des livres de Moussa, il faut étudier des livres, on a Baruch Hashem énormément vous avez une belle bibliothèque derrière, énormément de livres qui nous expliquent comment tout ça fonctionne. Mais surtout, il faut avoir du temps pour réfléchir. Et c'est là qu'on arrive au problème, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies prennent notre temps de réflexion. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile de se concentrer, il est beaucoup difficile d'avoir la tête libre. Et donc ça, c'est le problème, on va en parler dans un instant. Avant ça, ce que je veux vous dire, c'est que jusqu'à pendant des années, les nouvelles technologies, quand il y avait quelque chose de nouveau qui sortait, un nouvel ordinateur, nouvel appareil, c'était quelque chose de meilleur. D'accord? C'est-à-dire qu'un nouvel ordinateur permettait de travailler mieux. Pourquoi? Il allait plus vite, les logiciels étaient plus performants, etc., etc. On a atteint déjà, il y a à peu près 10 ans, d'accord, ou un peu moins, on a déjà atteint le point maximal de l'informatique. C'est-à-dire qu'un ordinateur d'il y a 10 ans fait déjà tout ce dont on a besoin pour travailler, pour n'importe quoi. Alors effectivement, pour les jeux vidéo, étant donné qu'ils s'améliorent, les ordinateurs ont besoin d'être plus évolués, mais en général, n'importe quel appareil qui fonctionnait, qui sont sortis il y a 10 ans, est suffisant. Et donc, depuis ce moment-là, dans le monde de la technologie, le but, ce n'est pas de créer des outils qui vont améliorer les gens, c'est de créer des outils qui vont juste justifier le fait que les gens achètent mon produit tous les ans. C'est-à-dire que pourquoi il sort un nouveau smartphone tous les ans? Pas parce qu'il y a quelque chose à rajouter et qu'il manque quelque chose au précédent, c'est juste parce qu'effectivement, on veut que vous achetiez un nouveau smartphone. Un jour, j'ai rencontré une personne proche, et qui venait d'acheter l'iPhone X, 1390 €. Alors je lui dis, ah tiens, alors il fait quoi de nouveau? Alors moi je savais bien, parce que c'est mon métier de tout savoir sur ces trucs-là. Alors il fait quoi de nouveau? Alors elle me dit, il est meilleur. Alors je lui fais, mais il a quoi de meilleur? Il fait, il est meilleur, c'est l'iPhone X. Et ça a duré comme ça pendant 2-3 minutes, et elle ne savait absolument pas m'expliquer ce qu'il avait de meilleur. Bon, je lui ai montré 2-3 trucs avec les emojis, on peut faire des têtes de singes et tout. Bon, c'était vraiment pas ses meilleurs. Mais en tout cas, on achète parce qu'on dit c'est nouveau, donc on achète, d'accord? Et ça, en gros, on est des pigeons, d'accord? Juste pour vous dire les choses, on est juste des pigeons, d'accord? Et ça, c'est clair, c'est-à-dire que nous, dans le monde de la tech, on explose de rire de voir à chaque fois un nouveau téléphone qui sonne. Alors vous savez, il y avait une caméra au début, après il y en avait 3. Il faut savoir que le 11 février sort le Samsung S20, d'accord? Il y a 6 caméras maintenant, d'accord? Pourquoi? On ne sait pas, mais il y a 6, d'accord? Ils ont pas fait la 7 pour Shabbat. Pardon? Ils n'ont pas fait la 7e le pour 7 Shabbat. pour Shabbat, non, ils attendent le Mashiach et tout pour le faire.
Donc les gens se disent, bah oui, regarde, mais là j'en ai deux, là trois, je regarde, je sais pas combien mais on peut se dire, bah, à un moment, ok, merci, stop, ce que j'ai, ça me suffit. Mais non, en fait, le marketing, la mode, tout le système est fait pour que les gens font la queue. Ils font la queue en mettant des tentes devant l'Apple Store le jour de la sortie du nouvel iPhone. Ils font la queue, ils font des attentes pendant une nuit entière pour être les premiers à avoir le nouveau téléphone. D'accord? Alors moi, quand j'avais 15 ans, j'ai fait la même chose pour le nouvel album de Michael Jackson. D'accord? J'avais fait ça, j'étais très tôt pour aller acheter le History, je me rappelle, sur les Champs-Élysées. Donc ça m'arrive, quand on est gosse, on peut avoir, quand on est ado, on peut avoir ce genre de folie. Mais là, c'est des adultes qui font ça. Donc on parle de 30, 40, 50 ans avec leur costard et tout. Donc voilà. Pardon? La durée de vie d'un iPhone n'est pas non plus de 10 ans. Alors, il y a plein d'astuces, d'accord. Ne le mettez pas à jour tout le temps, d'accord. Dès que je ne me mettais pas à jour. Alors aujourd'hui, maintenant, il y a eu Apple et Samsung et tous été condamnés. Parce qu'en fait, les mises à jour faisaient en sorte exprès de ralentir les téléphones. D'accord. Donc ils ont tous été condamnés. Donc ça ne va plus être le cas. Donc les anciens ne vont pas ralentir. Donc ça va maintenant. A priori, mais en tout cas, pourquoi la durée de vie d'un iPhone ne durait pas, c'était que effectivement les nouveaux OS ralentissaient les anciens, et c'était fait exprès, d'accord. Donc la nouvelle technologie n'est pas obligatoirement meilleure. D'ailleurs, on peut voir acheter une machine à laver maintenant, elle dure un an et demi. Moi, je me rappelle quand on était jeunes, on avait tous des machines à laver qui avaient 10-15 ans, c'était le truc qui bougeait pas, qui faisait juste vibrer comme ça, et ça lavait pareil, c'était la même chose. D'accord? Donc on est dans un cycle comme ça où la nouvelle technologie est faite pour être consommée rapidement et pour effectivement se changer. D'ailleurs, j'avais entendu qu'il y avait en France, ils avaient fait une enquête chez Darty. Pourquoi est-ce qu'ils ne vendaient pas les aspirateurs Dyson? Et Dyson, c'est des aspirateurs qui sont garantis à vie. Donc ils ont fait une caméra cachée. Ils ont demandé aux gens, alors pourquoi vous vendez pas, aux vendeurs, pourquoi vous ne vendez pas le Dyson? Alors le monsieur il dit, bon, allez, je vais vous dire un secret, en fait, comme il est garanti à vie, les gens ne reviennent pas en acheter un autre l'année d'après. Donc c'était vraiment fait exprès, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens aient quelque chose qui dure, parce que l'économie ne fonctionne pas si on garde les choses. Donc ça, il faut le savoir. Les nouvelles technologies, à la fois, les nouvelles versions ne sont pas toujours, ne rajoutent pas grand-chose, mais certaines fois sont même pires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va le voir dans les différents sujets, les Google, les Facebook, etc., les nouvelles mises à jour ne sont pas là pour améliorer notre vie, mais sont là pour améliorer le chiffre d'affaires de l'entreprise et améliorer le fait que ça nous attire. Donc nous, en tant que juifs, on a une obligation de faire des choix en permanence. En tant qu'homme d'abord, et en tant que juif encore plus. Nous, on fait des vues sur ce qu'on mange, on fait des choix sur ce qu'on mange pas, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. On doit faire attention à ce qui sort de notre bouche, on doit faire attention au métier qu'on fait, on doit faire attention à tout. Donc de la même manière, quand on utilise la technologie, on doit se dire la même chose. C'est pas tout est cachère, parce qu'il n'y a pas de tampon, etc. On ne va pas aller chez Darty en demandant ce que vous avez Badat, la Méadrine, Rabanout, tout ça. D'accord? Il n'y a pas ça. Mais par contre, on doit se dire de la même manière, je dois faire attention à ce que j'achète et voir si ces choses-là sont en train d'améliorer ma vie ou pas. Donc, le premier problème qu'il y a, c'est le fait d'être toujours joignable. Alors, si on prend les fondateurs du peuple juif, Abraham, Yitzhak et Yaakov, David Ameler, Moshe, Rabbi Akiva, si on prend leurs points communs, c'était quoi leur point commun? C'était quoi leur métier? Ils étaient tous bergers, d'accord? Ils étaient tous bergers. C'est quoi un berger? D'accord? Ils amènent leur bête au pâturage, ils s'assoient et ils ne font rien. D'accord? Ils ne font rien. D'accord? Pardon? Si tu dis. Alors non, il n'y avait pas grand à étudier effectivement à l'époque encore. Mais en tout cas, ils ont du temps pour penser. Ce sont de ces gens-là qui est sorti du judaïsme. Ce sont des gens qui avaient du temps pour penser. Il y a une grande erreur de penser que le temps mort est mort. C'est-à-dire que certaines personnes, en faisant la queue au supermarché, se disent « Bah, regarde, j'ai rien à faire là, tant qu'à faire, je suis sur mon téléphone et je vais voir des trucs. » Ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on ne fait rien, le cerveau fonctionne, le cerveau tourne. D'accord? Il y a eu je crois que c'est en Suède ou en Finlande, il y a eu une grande étude qui est sortie, qui dit que le cerveau résout nos problèmes en tâches de fond. C'est-à-dire que si on n'écoute pas de musique, si on n'est pas occupé à faire, on peut être occupé, nos mains peuvent être occupées, mais si on n'est pas occupé avec du bruit ou avec des choses qu'on regarde, notre cerveau résout des problèmes.
Et ça, en fait, pourquoi j'ai trouvé cette étude-là? C'est que moi, je suis à la yeshiva. Donc, le matin, je suis à la yeshiva et on étudie à un moment un Tosfot. D'accord? Il y a un commentaire Tosfot dans la Gemara qui est très dur à comprendre. D'accord? Il répond à une question, il donne une réponse, on ne sait même pas à quelle question il répond, en général. Donc, on doit savoir quelle est la question. Donc, on peut passer du temps sur un Tosfot. Et donc, on lit un Tosfot avec ma chavruta, on est en train de lire et on ne comprend pas. Et on revient dessus, on dit, mais on ne comprend pas, et on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et on quitte 1 heure, on ferme le livre, on fait mincha, on rentre à la maison, on revient à 4 heures, on ouvre le livre, on le lit. Il y a tout. Tout est clair. C'est-à-dire qu'on dit, mais c'était quoi notre question? Tout est clair. Et ça m'est arrivé une fois, et une autre fois, et une autre fois, et une autre fois. Donc j'ai dit, c'est pas possible. Ok, ma maison, ma femme prépare des plats sympas et tout, mais quand même, c'est pas ça. Et là, c'est là où j'ai été chercher cette information-là. Effectivement, le temps mort, c'est-à-dire que le fait d'avoir du temps de libre, à ne rien faire, fait que des problèmes se résolvent derrière. Donc quand quelqu'un se pose des questions sur quelle est l'entreprise que je vais lancer, par exemple, quel est le projet sur lequel je vais travailler, quelle est l'école que je vais choisir pour mes enfants, quelqu'un qui a un problème à résoudre, un problème existentiel, un problème de vie, d'accord? Il doit se dire qu'à un moment, s'il ne fait rien, et il va au parc même avec ses enfants, d'accord? C'est là qu'il va avoir son flash. Ce n'est pas en allant chercher, en allant lire 3000 articles, ce n'est pas en allant faire défiler son fil Facebook en essayant de découvrir une opportunité. C'est pas là. C'est pour ça qu'on dit que c'est d'ailleurs sous la douche que les gens ont des illuminations, etc. D'accord? Parce qu'ils sont là, ils n'ont rien d'autre à faire que mettre du savon. D'accord? C'est pas très mentalement ça va. Et c'est pour ça que là, ils ont une illumination. D'accord? Pourquoi? Parce que le cerveau est là. Et ils ne sont pas en train de réfléchir à leur entreprise à ce moment-là. Et pouf, ça tombe. D'accord? Donc ça, c'est très important de se dire, le temps mort n'est pas mort. D'accord? Donc nous, en fait, comme j'ai expliqué, nos ancêtres étaient des bergers. C'est ça qui a fait qu'ils sont devenus des grandes personnes. J'étais un jour invité par le conseil d'administration d'une grande entreprise, une grande société d'assurance. Ils sont venus en assurance en Israël. C'est le groupe Covea. Je ne sais pas si vous connaissez les assurances et MMA, je ne sais pas quoi. Et donc, ils ont voulu dîner avec moi. Donc, je sais pas, je suis ambassadeur de la French Tech en Israël, donc je rencontre plein de boîtes comme ça. Enfin, je rencontrais, j'ai un peu stoppé. Donc, on a été manger la méadrine, le marpoud et tout, chez Lechem Bassar, Namal, à Tel Aviv. Et donc, on se retrouve autour de la salle et il y a tout le monde sauf le PDG. Et tous les gens nous disent, regardez, on a une entreprise exceptionnelle. L'entreprise est en super croissance. Les performances n'ont jamais été plus bonnes. Il y a une super ambiance. Etc. Et notre PDG, il est génial, il connaît tout sur tout, et tout, et il me dit, le seul problème, c'est qu'il n'a pas de smartphone. Et là, je les regarde, ils s'attendaient à ce que je leur dise, ah ouais, c'est un problème, et je leur dis, vous savez, tout ce que vous venez de dire, c'est peut-être pour ça que ça marche. Votre PDG connaît tout sur tout, parce qu'il n'a pas de smartphone. D'accord? Il avait son petit téléphone. Moi, un jour, j'étais conseil de l'ancien président d'Airbus, et on était en réunion comme ça, et il avait juste 2 petits téléphones, les 2 petits téléphones Nokia. Il n'y avait absolument pas, il n'y avait pas besoin de smartphone. C'est des gens qui connaissent énormément, qui font plein de business, qui font plein de choses, etc. Alors évidemment, ils ont un ordinateur sur lequel ils travaillent, mais non pas. Et effectivement, quand on a du moment où on a, le fait de ne pas avoir de téléphone, de ne pas avoir à consulter en permanence, d'être interrompu par ces choses-là, fait qu'on arrive à se concentrer mieux et à se cultiver mieux et à avancer mieux. Aujourd'hui, en moyenne, on consulte son téléphone 110 fois par jour. D'accord? C'est la moyenne, il y a pire. On le touche plus de 1000 fois. Il y a même qui disent 3000 fois. On le touche comme ça, tac, 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 tac. Mais en tout cas, 110 fois par jour. Si on fait le calcul, c'est à peu près toutes les 5 minutes. Il faut 10 minutes pour se concentrer sur n'importe quel sujet. Si vous commencez à lire un livre, les 10 premières minutes, vous n'êtes pas là, vraiment, vous êtes encore à ce que vous faisiez avant. Et vous voulez apprendre, réviser un contrôle de maths, faire n'importe quoi, il faut 10 minutes pour se concentrer. On voit au boulot, quand on arrive, c'est pas la première seconde qu'on arrive à bien faire son truc. Si on est interrompu toutes les 5 minutes, c'est-à-dire qu'on n'est plus jamais concentré. C'est-à-dire qu'on n'utilise jamais ses pleines capacités. C'est-à-dire qu'on est à l'école, d'accord, à réviser ces trucs, on a l'impression qu'on dit « Ah, mais ça fait 3 heures que je suis sur mes livres et tout. Je comprends rien. » Mais non, je n'ai pas été 3 heures sur mes livres, je n'ai jamais été concentré pendant ces 3 heures. Donc, ce manque de concentration est un énorme problème. Est un énorme problème parce que, justement, comme j'ai expliqué, on a des problèmes de performance.
Et on a des problèmes, même nous, en tant qu'ODHM, ou des gens qui sont croyants, etc. C'est qu'on a même un problème pour se connecter à Dieu. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut se mettre, des fois, à un moment dans la journée, quand on ne fait rien, on est en train de se balader, on peut se mettre à parler avec Dieu. D'accord? Moi, ça m'arrive, je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, on peut parler, échanger. Mais à chaque fois qu'on a une interruption, on coupe ça. Et donc, effectivement, le lien, je vais revenir après, le lien est beaucoup moins fort. Il y a une question? Donc, le fait de jamais concentrer, d'avoir jamais Menuchat Nefesh, Ishuvadat, ça, c'est quelque chose de très problématique. Baruch Hashem, on a Shabbat, d'accord? Baruch Hashem. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens n'arrivent plus à être Shomer Shabbat à cause de leur téléphone, d'accord? Non, mais c'est une blague, vous rigolez, mais c'est très grave. Moi, je parle avec des gens qui ont des problèmes, donc des vrais problèmes. C'est qu'ils voient la lumière du téléphone à la lampe, ils ont attiré et ils vont arrêter d'être Shomer Shabbat. C'est un fléau, d'accord? C'est un fléau. Donc j'essaie de leur donner des conseils, de mettre ça chez la voisine, tout ça. Enfin bon, on essaie de trouver des solutions. Mais ça veut dire que l'attirance est très très forte et on va voir pourquoi ça fonctionne. On va voir pourquoi ça fonctionne comme ça. Si vous aviez un voisin qui allait consulter sa boîte aux lettres 110 fois par jour, qu'est-ce que vous feriez? Allez, une idée. Qu'est-ce que vous feriez? Déjà, vos enfants, vous allez leur dire ne vous approchez pas de ce monsieur. D'accord? Demandez au facteur de passer 110 fois par jour. Pardon? Au facteur de passer 110 fois? Non, il passe justement pas 110 fois par jour. Je sais pas quand il passe d'ailleurs, ici en Israël, on attend, on reçoit un paquet chaque semaine, tout d'un coup. Donc, si on avait quelqu'un qui relevait justement ses mails, son courrier tout 110 fois par jour, on dirait, on appellerait la police, on s'inquiéterait, etc. Voilà, on fait la même chose, on a consulté ses messages 110 fois par jour, d'accord? Et ce qui s'est passé sur WhatsApp, etc., etc. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? C'est qu'il faut savoir que les Google, Facebook, Amazon, Apple, etc., sont tous des voleurs de temps, d'accord? Pourquoi ce sont des voleurs de temps? Parce que c'est leur business, leur métier d'aller consommer votre temps. Toutes ces entreprises, d'accord, on va dire à part Apple, qui est un peu spécial, leur objectif, c'est de vous faire voir des publicités, d'accord? C'est sur ça que repose tout le business model de Google, de Facebook, etc. Donc, le plus ils peuvent vous attirer sur leur site, plus leurs revenus augmentent, d'accord? Il y a un moment où les revenus des sociétés Google, Facebook, etc. augmentaient parce que la croissance de la population sur Internet était importante. Donc les gens avaient de plus en plus de gens connectés. Aujourd'hui, il y a le monde entier qui est connecté. Alors il y a plusieurs projets. Il y a soit on va s'étendre géographiquement, c'est pour ça qu'il y a eu deux projets, Google Loon, je crois que ça s'appelle, et Facebook, ont lancé deux projets qui permettent de connecter l'Afrique, d'accord, à Internet. Donc Facebook a créé un avion, d'accord, qui va au-dessus de l'Afrique pour aller donner de la connectivité asynchrone. Donc l'avion circulait autour des villes, comme ça, des petits villages, pour que les gens puissent avoir leur téléphone. C'est machiavélique quand même, comme truc, hein, on imagine un peu la chose. Et bon, voilà, donc l'idée c'est de développer des zones qui sont pas connectées. Mais aujourd'hui, ça c'est à part. Le mieux, c'est d'utiliser les gens qui ont déjà un téléphone et d'aller leur voler plus de temps. Donc il y a eu une réunion il y a un peu plus de 10 ans, quand Google a racheté Android, il y a eu une réunion chez Google, à laquelle une personne appelée Tristan Harris a assisté, et il raconte que ça s'est passé comme ça. Il y a eu une réunion où la question c'était comment faire pour que les gens prennent plus en main leur téléphone. D'accord? Donc chez Google, vous avez donc les meilleurs ingénieurs du monde, les meilleurs psychologues du monde, il faut savoir que les meilleurs psychologues du monde aujourd'hui travaillent dans les entreprises de la high-tech, d'accord? Ils ne travaillent pas dans les hôpitaux, ils sont moins bien payés là-bas. Et donc, il y a une réunion, comment faire pour que les gens prennent plus leur téléphone dans la main. Alors, il faut savoir que quand l'iPhone est sorti en 2007, les mails, on n'était pas averti quand un mail arrivait, d'accord? Il fallait ouvrir le mail, et à ce moment-là, il n'y avait pas de push, voilà. Donc, il n'y avait que BlackBerry qui avait du push, mais l'iPhone n'avait pas, d'accord? Donc là, chez Google, ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que quand quelqu'un reçoit un mail, il ait une alerte, donc il a envie de prendre son téléphone. Ah, super idée, super. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas tous beaucoup d'amis. Il y a même des gens qui n'ont pas d'amis encore. Il n'y avait pas encore Facebook et tout, on avait 5000 amis. Et donc, il n'y aura pas beaucoup d'alertes pour beaucoup d'entre eux. Alors, il dit, ce qu'on peut faire, quelqu'un a eu cette idée, géniale, machiavélique, c'est de dire n'importe quelle application peut envoyer des alertes. D'accord?
Donc vous installez n'importe quelle appli, on va vous dire est-ce qu'on vous permet d'envoyer des notifications? Et là on dit ouais. Alors aujourd'hui on dit moins ouais, un peu moins, mais en tout cas on dit oui à beaucoup. Et là, Google et Apple, Apple a suivi après, ne donnent aucune limite de ce que ces applications peuvent nous envoyer. Donc on peut recevoir plein d'alertes. Et Google, en fait, finalement, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Comme j'ai expliqué, le but, c'est que le téléphone fasse cling ou clignote et vous preniez le téléphone dans la main. Et si vous le prenez dans la main, à chaque fois, vous avez beaucoup de chances d'arriver sur Google. Donc c'est pour ça, ou sur une vidéo YouTube, ou sur n'importe quoi, qui appartient à Google. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Les notifications ne sont pas arrivées pour notre bien, d'accord? Ils sont arrivés pour qu'on prenne plus de téléphone dans la main. Et donc comment en fait ces sociétés fonctionnent? Elles ont à la fois recrutent des psychologues, d'accord, dans la boîte, mais aussi dans les plus grandes universités américaines aujourd'hui. Vous avez à Stanford, à Cornell, à Columbia, vous avez ce qu'on appelle des laboratoires de persuasion technologique. Alors, les laboratoires, c'est vraiment un laboratoire. Il y a quand même des singes, des chats, des souris et des hommes, d'accord? Et on va tester plein de choses pour voir les défauts du cerveau des gens, d'accord? Voir les failles de notre cerveau, les failles de notre comportement. Et par exemple, il y a eu une expérience. On a mis autour d'une table des gens avec tous devant eux un bol de soupe, d'accord? Il y avait un bol de soupe et le bol de soupe était assez rempli pour que personne n'ait envie de le finir, d'accord? Il était bien rempli. Et on a dit, mangez. Donc bon, les gens n'ont pas compris, ils étaient payés en général, vous savez, quand ils participent à ces trucs-là, les gens sont payés, donc ils disent, bon, bah on mange. Ils ont mangé, merci, au revoir, vous pouvez rentrer chez vous. Alors, ils n'ont rien compris ce qui s'est passé. Ils sortent, et en fait, ce qui s'était passé, c'est que la moitié des bols avaient un tuyau en dessous. Pendant que les gens mangeaient leur soupe, le bol se rechargeait, d'accord? Donc il y avait de la soupe qui remontait, d'accord? Ils ne savaient pas. Et donc on va se dire, bah c'est pas grave, de toute façon ils n'ont pas fini leur bol, aucun, donc ils s'en sont pas rendus, donc ils ont mangé la même chose. Et là non, on se rend compte que ceux qui avaient le tuyau en dessous ont mangé 80% de plus. C'est-à-dire ils ont mangé quasiment 2 fois plus. Pourquoi? Parce qu'en fait nous on pense qu'on s'arrête de manger quand on n'a plus faim ou quand n'importe quoi, c'est un peu le sujet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais non, en fait, on s'arrête de manger quand nous, on sait par exemple que quand on mange un bout de steak comme ça, un peu de frites et un peu de pâtes, ou je sais pas quoi, ou un peu de sauce, c'est bon, on n'a plus faim. Donc on a le réflexe de s'arrêter. Mais notre cerveau, lui, il ne sait pas encore qu'il doit s'arrêter, c'est juste par réflexe. Et eux, leur réflexe, c'est de dire, je dois manger tant que je veux manger ça de soupe, par exemple, d'accord? Mais comme la soupe remontait, ben, le réflexe n'est pas arrivé, jusqu'à un moment où effectivement, ils étaient vraiment rassasiés. Et là, en fait, cette expérience du bol de soupe, ça a été l'origine du feed infini de Facebook, d'accord? Vous allez voir le rapport. Des vidéos qui ne s'arrêtent pas sur YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'une vidéo finit, 5 secondes après, il y en a une autre qui défile. C'est quoi en fait l'idée? Comment ça fonctionne? C'est en fait, si on ne vous laisse pas le temps de réfléchir, on ne réfléchit pas. D'accord? Si les choses se passent vite, on ne réfléchit pas et on ne s'arrête pas. D'accord? Quand je me suis connecté à Facebook la première fois, le feed s'arrêtait. À un moment, on faisait comme ça, on avait vu ce que faisaient nos amis, les amis de nos amis, etc. Hop, c'était fini. Mais à un moment, non, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Et on dit, bon, bah attends, mais les gens vont en avoir marre. Mais non, ils ne s'arrêtent pas. On ne s'arrête pas. Ça peut durer des heures à faire défiler ça. Et nous, on ne sait pas pourquoi on ne s'arrête pas. Alors, on ne s'arrête pas parce que c'est le bol de soupe, c'est qu'on n'a aucun réflexe qui va dire arrête. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est par exemple sur une page, vous allez avoir plusieurs news. Et en général, vous allez voir que c'est quasiment tout le temps, la dernière news, elle est coupée. C'est-à-dire qu'en fait, Facebook connaît la taille de votre écran et va faire en sorte à ce que la dernière information, vous voyez le début. Donc nous, on a un autre défaut, c'est qu'on est curieux. Donc quand on voit le début de quelque chose, hop, on monte. Mais quand on monte, il y en a un autre en coupé en bas. Et on monte, et on monte, et on monte. Et nous, on ne sait pas en fait qu'on est en train de monter à l'infini en pensant que, voilà, on est en train de contrôler sa vie, que tout va bien et tout ça. Mais non, on est juste pris dans le piège de ces laboratoires-là, qui ont découvert ces failles-là. Il faut savoir que sur Facebook et l'ensemble des sites qui sont utilisés, les Instagram & Co, il y a, en tout cas sur Facebook, le chiffre je l'ai sur Facebook, il y a 1000 modifications par jour sur Facebook, d'accord? 1000 modifications extrêmement infimes de quelque chose, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si on veut, quelqu'un a une idée, il dit tiens, je pense que si on fait comme ça, les gens vont être encore plus accros, donc ils vont rester encore plus de temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met en ligne
la nouveauté, on ne la met pas en ligne pour tout le monde. On fait ce qu'on appelle de l'A/B testing. On garde les anciens qui continuent à utiliser l'ancienne. Les autres voient la nouvelle version et on voit qui est le plus accro, qui va rester le plus longtemps. Et donc ça, c'est des machines automatiques qui font ça, d'accord? J'ai la chance et en même temps la honte d'être actionnaire de plusieurs sociétés qui proposent ces technologies, dont une montée par les anciennes Google, qui faisait ça chez Google. Et donc en fait, ce sont des plateformes qui vont faire en sorte à ce que n'importe quelle modification que vous rajoutez sur n'importe quelle appli, sur n'importe quel jeu, etc., soit ultra efficace. Et ça se passe en permanence. Et même, alors là, on fait Facebook, c'est truc, mais par exemple, vous avez même l'application Get de taxi. Elle se mettait, je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, elle se mettait à jour toutes les semaines. Déjà, il y a 1 ou 2 ans, j'étais assis pendant une semaine avec eux. Et c'était toutes les semaines, on fait en sorte à ce qu'on ait plus envie d'appeler de taxi, on ait plus envie de je ne sais pas quoi. Bon, on essaye d'améliorer l'ensemble des paramètres de ce service. Donc, comme je l'ai expliqué, YouTube, on est en train de voir une vidéo. 5 secondes après, démarre une autre. Attendez, mais j'étais voir un cours de Rav Ron Chaya. Pourquoi je me retrouve sur le concours de skater à San Francisco? D'accord? Et en fait, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que très très vite, aujourd'hui, maintenant que je vous en parle, vous allez vous en rendre compte. Mais on ne se rend pas compte qu'on est on est venu pour une chose et on est passé ailleurs. Pourquoi? Mais c'est fait complètement exprès. C'est-à-dire qu'on vous donne, on fait en sorte à ce que les choses s'enchaînent les unes après les autres. Donc ça, c'est les méthodes utilisées par ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Mais ce sont aussi les méthodes qui sont utilisées par les médias, d'accord? Les médias d'actualité. Les médias, on a toujours l'impression que les sites ont plein de trucs à dire, de nouveau. Il faut savoir que la majorité des news sont écrites le matin, d'accord? Même si vous voyez une news apparaître à 4 heures, en général, elle est écrite le matin. Et c'est juste qu'il y a des algorithmes qui vont dire à quel moment il est bon de poster ce genre d'information, d'accord? Par exemple, l'information sur la météo, si on sait qu'il va faire mauvais demain, il vaut mieux la poster le soir à 5 heures, parce que les gens sortent de chez eux, ils vont se dire, bon, tiens, je me demande quel temps il va faire demain, d'accord? Ou c'est très basique ce que je suis en train de dire, mais les algorithmes sont machiavéliques. C'est-à-dire qu'on sait exactement quelle information correspond à qui, en fonction du pays, en fonction de l'heure, en fonction de la météo dehors, en fonction de la couleur du ciel. Plein de données sont utilisées pour que justement l'information arrive au bon moment et vous attire le plus. Et que vous n'ayez pas seulement envie d'être attiré par l'information en cours, mais que vous ayez aussi envie de revenir. Donc c'est pour ça qu'on fait semblant de rajouter des news qui viennent en termes toutes les heures, toutes les demi-heures, pour que vous ayez envie de revenir sur Challenge, sur les points, sur les échos, sur les trucs, etc. Pour revoir, alors qu'il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. De la même manière, WhatsApp, par exemple, le concept de savoir si quelqu'un a vu son message, d'accord? Donc vous savez qu'on ne peut pas l'enlever. Si on veut pas que quelqu'un sache s'il a vu mon message, nous on ne pourra pas voir s'il a vu notre message, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est en général, les gens gardent cette fonction-là. Et c'est ça en fait qui fait le cycle infini. Que j'envoie un message, la personne l'a vu, elle se sent obligée de répondre parce qu'elle dit il sait que je l'ai vu, donc si je ne lui réponds pas, il va se vexer. Et donc après, elle répond, et l'autre personne dit il sait que je l'ai vu, donc si elle ne répond pas, elle va se vexer, et hop, et donc ça tourne, ça fait un ping-pong comme ça. Et ça, c'est pas fait par hasard, d'accord? C'est conçu pour ça. C'est conçu pour nous attirer et faire en sorte qu'il y ait le maximum de messages qui sont utilisés sur les plateformes. Il y a une hormone qui s'appelle la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, qui est l'hormone des fumeurs, des drogués, des gens qui jouent au casino. Et cette hormone-là, c'est une hormone qui apporte un plaisir instantané. Et en général, ce plaisir est instantané, mais n'a aucune répercussion sur le futur. C'est-à-dire que quelqu'un qui fume, sait très bien que c'est pas bien pour l'avenir, mais il va fumer, d'accord? Parce qu'il va avoir un plaisir immédiat. De la même manière, quelqu'un qui joue au casino, il sait très bien que c'est pas bien pour l'avenir, d'accord? Bon, il y a quelques fous qui pensent qu'ils vont gagner, mais etc. Mais mais pour l'avenir, c'est absolument pas bon. Mais il y a un plaisir immédiat. Les Facebook & Co sont des générateurs de dopamine à l'infini. C'est-à-dire que le cofondateur de Facebook, Sean Parker, a dit « Nous avons créé une usine à fabriquer de la dopamine, à générer de la dopamine chez nos utilisateurs. » Et c'est à quel moment on a de la dopamine qui est générée? C'est au moment où on poste quelque chose et que les likes arrivent. Quand les gens reçoivent des likes, ils ont un plaisir.
ils ont l'impression d'exister comme ça. Il y a un genre de plaisir comme ça qui arrive. D'exister, ça monte, oh là là, et je recharge la page, oh là là, je suis aimé, on m'aime, là j'ai la blague que j'ai sortie est super intéressante, etc., etc. Et là, c'est une jouissance comme ça. Et en fait, c'est le cerveau qui fonctionne, qui génère la dopamine, tac, 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 tac. Cette même dopamine est générée par WhatsApp quand on envoie des messages sur WhatsApp, quand on sait que la personne nous a lu, quand on reçoit un message en retour. En gros, il y a la dopamine partout. Donc en fait, on a l'impression que on est juste en train d'utiliser un outil, mais non, on est en train d'utiliser un produit qui est aussi efficace que de la drogue. D'accord? Et c'est aussi pour ça qu'on a autant de mal à s'en séparer. Si on demande à quelqu'un, si vous voulez vous séparer de votre smartphone, à 95%, il va dire hors de question, même pas un jour. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc cette dopamine-là, c'est quelque chose qui a été fait consciemment. C'est-à-dire que pareil, les entreprises d'Internet font en sorte à ce que tout ça soit généré en permanence. Il y a les mêmes problèmes dans le monde des jeux vidéo, par exemple. Le monde des jeux vidéo, les jeux sont aussi faits pour être super addictifs. Quelqu'un qui a joué à Candy Crush, je pense, mesdames, vous avez dû jouer, etc. Quand on commence, on a du mal à s'arrêter, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, pareil, c'est des choses qui sont utilisées, c'est des méthodes qui sont là pour faire en sorte à bouffer le temps et attirer. Dans le monde du jeu, il y a des jeux, des grands jeux, des gens comme Fortnite, World of Warcraft, etc., qui sont devenus extrêmement addictifs pour les jeunes et même pour les moins jeunes. Et il faut savoir qu'en Chine, il y avait déjà il y a 2 ans à peu près 400 centres de désintoxication aux jeux vidéo. L'addiction aux jeux vidéo est devenue une maladie, a été classée comme maladie depuis cette année, depuis 2019. D'accord ? C'est une maladie classée dans l'Organisation mondiale de la santé. Il y a une maladie qui s'appelle l'addiction aux jeux vidéo. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va y avoir des médicaments qui vont sortir pour ça, qu'il y a des traitements, etc., etc. Donc on parle de ça. Et je vais vous dire à quel point où ça peut aller, c'est qu'en Chine, par exemple, une des grandes habitudes des joueurs de jeux vidéo, c'est d'avoir des couches. Ils mettent des couches en jouant devant leur ordinateur. Ils mettent des couches pour ne pas s'interrompre, d'accord ? Pour ne pas être au milieu de leur partie et s'interrompre, d'accord ? Et c'est complètement dingue. On ne parle pas de jeunes de 15 ans, hein. On parle même de gens plus âgés de 30 ans. Il y a des gens qui meurent sur leur clavier. Bon, les Chinois, ils vont toujours bien, ils vont au bout des trucs, hein. Mais il ne faut pas se dire qu'on est protégé. Pardon ? Le mondial qui dure 24 heures sur les vidéos, il reste 24 heures à jouer. Et bien 24 heures à jouer, exactement, les tournois, etc. Mais ça encore, c'est une fois par an. Mais il y a des gens qui font ça toute leur vie. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas sans fin. Et eux, ils pensent en fait, ouais, je contrôle ma vie, tout va bien, etc. Ils sont juste en fait rentrer dans une spirale comme ça. Et donc, alors il y a plusieurs remèdes. Il y a des centres de désintoxication. L'un des remèdes, c'est de changer, de déménager. D'accord ? Pour savoir. Le fait d'avoir un lieu qui est le lieu où on joue, d'accord, un lieu où on joue, on a l'habitude de faire quelque chose. Ah pardon, non, on va arriver après. Pour l'instant, j'explique les problèmes. Non, on n'a fait que 40 minutes. Ah. Et sujet, pardon. Changer de repère. Voilà, par exemple pour les jeux, c'est de repère. Bon, il y a plein de méthodes comme ça. Il y a un livre que je peux vous conseiller à lire qui s'appelle Irrésistible. Bon, qui est très long, ça il est très longué parce qu'il y a plein d'études scientifiques et tout ça, etc. Mais qui vous montre justement les différents problèmes de ce genre-là. Les autres problèmes, c'est le burn-out. Alors ça, les gens ne pensent pas que c'est quelque chose de réel ou que ça arrive à très peu de gens. Les hôpitaux sont remplis de gens qui font des burn-out. Burn-out, c'est quoi ? C'est que les gens travaillent trop, relèvent leur message jour et nuit, laissent leur téléphone à côté de leur lit et relèvent leur message jour et nuit. Et à un moment, le cerveau, paf, il disjoncte. D'accord ? Ce n'est pas un AVC, ça y ressemble. C'est que moi j'ai un ami qui a passé 6 mois à l'hôpital, d'accord. Il était comme moi, investisseur, il est un ancien patron de Microsoft, vice-président de Microsoft, et il était tout le temps connecté. Nous on investit dans le monde entier, etc. Donc on peut se lever à 3 h du matin et discuter avec quelqu'un qui est en Australie, qui est réveillé, etc. Donc il a fait ça, et pas à un moment il a un truc pendant 6 mois d'hôpital, plus d'1 an avant de reprendre sa tête, et je ne sais même pas s'il a repris complètement d'ailleurs. Et ça, en fait, les hôpitaux sont remplis de ça. Les médecins disent, les psychologues, etc., sont remplis de gens pour qui, voilà, le stress, le fait d'être connecté en permanence, de vouloir toujours voir des messages, d'avoir plein d'informations, c'est un problème. Et ça, les docteurs sont en train de dire, ne pensez pas que ça arrivera qu'aux hommes d'affaires. Ça va arriver aux mamans sur les groupes WhatsApp, d'accord,
qui reçoivent les messages en permanence de nouvelles recettes de cuisine, les nouvelles actualités, les nouvelles trucs, etc. Et la nouvelle avènement, et les fois chez les mains, et blablabla. D'accord? Et ça, il faut se dire que si on n'est pas dans notre vie, on ne se met pas des moments, à part Shabbat, mais des moments dans la journée où on se sépare de son téléphone, d'accord? Pendant au moins 2 ou 3 heures par jour, on peut tomber dans ce genre de maladie. Le fait d'avoir justement cette addiction, d'avoir ce système-là qui va toujours vite, etc., c'est qu'on a aussi plus de patience avec la réalité. Les gens sont devenus plus nerveux, ont du mal à attendre. Et ça c'est un vrai problème. Parce que le monde n'avance pas vite. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche un job, il pense qu'en envoyant un CV, on va lui répondre tout de suite. Et on sait très bien que ça n'a jamais fonctionné comme ça. Quand on envoie un CV, ça prend du temps, les gens lisent, ça passe un traitement, etc., etc. Et les gens en fait pensent, voilà, non mais j'envoie, ça revient, j'envoie, ça revient. Je vous demande à Google, oh, je reçois une réponse. Et ça, en fait, ce sujet-là, c'est un vrai problème pour les jeunes qui n'ont jamais vécu la génération d'avant et qui ne savent pas que tout prend du temps. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise, on ne devient pas riche en 5 minutes. On peut lire toutes les histoires de tous les hommes d'affaires, même Bill Gates, il n'est pas devenu riche en 2 mois, d'accord? Ça prend du temps, c'est beaucoup de travail. Et il y a de la chance aussi qui est à l'intérieur. Mais il faut des choses avancent petit à petit. Justement, tout ce monde-là d'alerte, de monde rapide, fait qu'on a beaucoup moins de patience pour ça. Il y a un autre problème que l'on a, c'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. Alors ça, c'est quelque chose qui est en nous tous, d'accord? C'est bien parce que ça nous permet d'attendre le Mashiach. On a toujours peur de savoir est-ce que le Mashiach est arrivé. Mais en tout cas, on a un vrai problème on a peur qu'il se passe quelque chose et je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant que Macron a dit ça, ou je ne suis pas au courant que mes copines sont sorties tous ensemble au cours de je ne sais pas qui, etc., etc. Donc on a un stress permanent de ne pas savoir ce qui se passe. Et ça, c'est un défaut humain. D'accord? Pourquoi Dieu nous l'a mis en nous? Je voulais donner un indice par rapport au Mashiach et tout, c'est ce que je pense moi, mais je ne l'ai jamais lu. Mais en tout cas, c'est un défaut, d'accord? De penser qu'on va passer à côté de quelque chose. Et même s'il passe quelque chose, on passe à côté de quelque chose, nous on est censé avoir des gens qui avons la Emouna. C'est que si Dieu veut qu'une information nous arrive, elle nous arrivera de toute façon. S'il veut qu'on ait un job, elle nous arrivera de toute façon. Un jour, j'ai donné cette conférence devant des jeunes. Et il y a une fille qui a levé la main, elle a dit, mais regardez, si en ce moment je cherche du travail, si j'envoie un CV et que les gens, et que la société répond, il faut que je réponde très vite, sinon quelqu'un d'autre va prendre le job. Je lui ai dit, mais ça c'est une erreur. C'est qu'il n'y a aucune entreprise qui attend que vous soyez devant votre écran. D'ailleurs, si une entreprise attend que vous répondiez tout ça, elle dit, vous êtes juste en train de vous ennuyer, vous ne faites rien de votre vie. Donc au contraire, on peut même s'inquiéter. Donc en fait, on a toujours peur de « attention, mais si je ne regarde pas ce qui se passe, je vais rater quelque chose ». Et là, il y a un secret que je vous donne d'expérience, c'est que l'urgence n'existe pas. D'accord? L'urgence n'existe pas. Si on n'est pas médecin, si on n'est pas pompier, si on n'est pas trader boursier, si on ne travaille pas dans les sujets de temps réel, il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'urgence, il y a certains métiers où on a besoin de savoir les choses 2-3 fois par jour, d'accord? Si j'ai des clients, je suis agent immobilier, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui cherche quelque chose, je dois pouvoir le recontacter dans les 3 heures, 3-4 heures, d'accord? Pour effectivement lui proposer quelque chose. Maintenant, avoir besoin, se dire j'ai besoin d'être connecté en permanence pour répondre à ces urgences-là, c'est du faux, d'accord? La plupart des grands chefs d'entreprise avec qui j'ai travaillé, et on parle il y a la moitié du top 10 des fortunes françaises, entre autres, d'accord? Sont des gens qui ne sont pas joignables pendant plein de moments de leur journée, d'accord? Et qui ne relèvent pas leur message, et qui sont en rendez-vous. Pardon? Ils ont des gens pour ça aussi. Ils n'ont pas des gens pour ça du tout. Leur boîte mail, c'est leur boîte mail. Ah non, il n'y a personne qui lit les boîtes mail de... Je ne vais pas dire les noms, d'accord? Personne ne lit leur boîte mail. Personne. Non, mais oui, il n'y a pas. Les petites urgences comme ça, de tous les jours, ils ont certainement... Ça, alors, allez, quelles sont les urgences, par exemple? Un client qui a besoin de gérer son problème. Par exemple. Il a un problème. Non, maintenant il y a un support client, d'accord. S'il a n'importe quoi, il y a un support client. Il y a un support client qui répond au téléphone. Oui, d'accord. Mais donc justement, il y a soit par exemple, il y a un support client qui va répondre de 8h à 17h et qui va répondre au client. Soit
Il a délégué le patron à Mais il n'a pas délégué l'urgence parce que lui, le patron, ne gère pas ces sujets-là du tout de toute façon. Il a délégué. Non, mais c'est pas ça. C'est que ça. Lui, il a vraiment des gros sujets à gérer. Mais les sujets peuvent attendre. C'est ça que je veux dire. Ça le concerne que lui, probablement. Pardon? Parce que ça ne le concerne que lui. Donc il doit avoir il doit avoir que sa décision à lui parce que c'est le directeur qui a lui qui prend les soins à ce moment-là. Donc ils vont tous attendre ce qu'il va dire en réalité. Ouais. Non, Tu pourrais dire si je réponds pas à un tel, je vais rater une grosse affaire pour répondre à la société machin. C'est les 10 grands patrons de France, je pense. Je sais pas. Non, ils n'ont pas besoin d'attendre. Même les 10 grands patrons de France, ils ont effectivement un stress de vouloir faire des bonnes affaires, etc. Mais ils ne sont pas à une minute près. Ils ne sont pas à une heure près, ils ne sont pas à une demi-heure près. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'être connecté en permanence. D'accord? Moi, il y a un patron avec qui j'ai travaillé longtemps. D'accord? Il avait des heures de réponse de mails. D'accord? C'était des moments où il était devant son écran, il répondait à tous ses mails. Donc on savait qu'à ce moment-là, il allait répondre à tous les mails. Il y avait 2 fois par jour. Et le reste du temps, il répondait de temps en temps, etc. Je ne sais pas s'il était. Mais en général, maintenant, il faisait autre chose. D'accord? Sans écran, sans tout. Il y avait de la réflexion, il y avait des discussions avec des équipes, etc. Donc l'urgence n'existe pas. Et ça, il faut pas. Et vraiment, je pense que c'est une erreur de penser que c'est juste parce qu'on peut déléguer. C'est pas vrai. On a tous un vrai problème de penser que si on n'est pas ultra réactif, on va passer à côté de quelque chose. Alors que d'expérience dans l'ensemble des entreprises, etc., tout prend du temps. Tout prend du temps, tout le temps. La vie d'une entreprise, les clients qui se décident, n'importe quoi prend du temps. Donc il n'y a pas besoin d'être là à la minute près. Un autre sujet, c'est le sentiment d'appartenance à une tribu. D'accord? On a tous besoin de faire partie d'une tribu. Donc vous êtes une Keïla, d'accord, une communauté. On est les Français en Israël. Après, il y a les Tunisiens, il y a les Marocains, il y a les Tunisiens de Sfax et de Tunis, il y a les trucs. Bon, chacun va faire partie de trucs. Et personne s'est demandé pourquoi est-ce qu'on tient tant à ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'on soit Tunisien, Marocain, tout, etc. Part pour la nourriture, bien sûr, Tunisien c'est meilleur. Mais non, c'est pas vrai. Marocain c'est bon aussi. Mais ça veut dire que pourquoi on a besoin en permanence de faire partie de groupes, d'accord? Donc ça en fait, on a envie, on a peur de se sentir seul. Donc on a besoin de se sentir raccroché à un groupe de gens pour se sentir exister. D'accord? Donc je suis un orthodoxe, français, etc., etc. Donc je suis ça. Il y a une étude, enfin pas une étude, il y a une vraie chose qui s'est passée. Aux États-Unis, ils ont posé une question à la population américaine en leur demandant est-ce que vous allez à un groupe de gens, ils ont posé est-ce que vous comptez voter aux élections, et aux autres ils ont demandé est-ce que vous comptez être un voteur, d'accord, voteur, do you plan to be a voter, être un voteur, d'accord, un voteur, quelqu'un qui vote. Et les gens qui ont reçu est-ce que vous comptez être un voteur, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais les chiffres étaient beaucoup plus importants de gens qui ont répondu oui, je compte voter, d'accord. Alors que tout ça a été envoyé à la même population, d'accord? Donc pourquoi, c'est quoi le sujet? C'est qu'en fait, on a toujours besoin de se mettre des tampons sur nous, d'accord? Les Français, les trucs, les gens de la FinTech, les gens de site, etc. On se trouve toujours ces choses comme ça. Et en fait, donc c'est bien. Nous, on est d'ailleurs le peuple où on a commencé avec 12 tribus, d'accord? À peine on a démarré, pas qu'on est déjà 12, d'accord? Mais il faut faire très attention à ce problème de tribus. Parce que ça peut nous entraîner à oublier qu'on est quand même des gens uniques. C'est-à-dire qu'on a besoin de prendre des décisions individuellement. C'est-à-dire que si je me connecte et je m'inscris au groupe des femmes qui cuisinent bien, d'accord, et que je me rends compte que tout le monde est en train de devenir vegan, d'accord, végétarien, je ne suis pas obligé d'être végétarien, d'accord? J'ai le droit de choisir et de me dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, d'accord? Et en général, et vous voyez, c'est pour ça que c'est des trends comme ça qui montent tous ensemble. On se met à ne plus manger d'œufs, on peut à manger de ci, on peut à manger de poisson, on peut à manger de ça, etc. Donc les gens se suivent, en fait, sont des meutes. On est comme ça, on suit les choses parce que les gens avancent et suivent les groupes. Et quand on fait partie d'un groupe, il est très dur de ne pas suivre le groupe. Et même si notre groupe fait une bêtise, d'accord, on a beaucoup de mal à se remettre en question nous-mêmes. On va prendre nous les juifs, d'accord. Si on fait quelque chose de pas bien, d'accord, on a du mal à se dire on a fait une erreur. On dit, bah non, nous les juifs, ah non, c'est un juif qui a fait un truc, etc. Donc on est tous ensemble, etc. Mais à un moment, on doit se dire, non mais, ok, d'accord, on est tous juifs, etc. Mais là, il y a un vrai problème. On doit prendre du recul et se dire, il y a un vrai problème. Je ne vous parle pas les exemples parce qu'on n'a pas énormément de temps encore. Mais le fait de meute, c'est quelque chose qui est
permanent sur Internet. Le fait de on a tous se lancer sur un sujet, on va tous parler du même sujet. Ah, Macron a dit ça devant l'église. Qu'est-ce que vous pensez que Macron a dit par là? Je vais vous poser la question. Macron a dit aux policiers de sortir de l'église. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'aime pas quitter l'église. Hein? Je n'aime pas quitter l'église. Hein? Il a fait une charge. Pardon? Il a fait comme ça. Pardon? Il va vous faire comme ça. Ah, ça va pas. Maintenant, on peut se dire, d'accord, maintenant, je prends un recul, d'accord? Donc, on va dire, non, c'est pas bien et tout, ça fait pas, et tout, le policier israélien. Maintenant, il faut savoir un truc, un juif n'a pas le droit d'entrer dans une église, d'accord? Donc, les policiers israéliens, ils n'avaient rien à faire dans une église, d'accord? Ils n'ont aucun lien. Donc, nous, on est là en train de dire, oh là là, Macron, oh là là, il a pas dit du mal. On dit, non, le policier, il avait effectivement rien à faire dans l'église. Et c'est pas grave, et on s'en fout, d'accord? Et donc là, on est parti, ouais, Macron, je suis déçu, moi, je reçois des SMS, comme j'étais à son conseil pendant pas mal de temps. Alors les gens m'envoient comme si c'est moi Macron, d'accord? Et donc ils m'envoient des trucs. Et je dis mais on s'en fout quoi. Mais arrêtez, je suis très déçu. Mais quoi parce qu'il y a des policiers dehors? Alors on doit justement sortir de ça. Se dire que quand il y a vous voyez plein de gens qui disent un truc, à un moment vous posez-vous la question seul. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, vous, tout seul? Et vous allez essayer de même pas regarder ce que les autres en pensent parce que vous avez été influencé, mais essayez de penser tout seul à ça. Et là, de la même manière, il y a un Rambam dans Ilchot Deot qui dit que la nature de l'homme est d'être attiré par son entourage et par la manière dont vivent les gens de son pays. C'est pour cela qu'il faut se rapprocher des tzadikim, être au rôle des tzadikim, mais avoir des tamid chayim autour de soi, et s'éloigner des rechaïm. Si dans sa ville, il n'y a pas de tzadikim, on déménage. Et si on ne trouve pas de ville où il y a des tzadikim, on va habiter seul. D'accord? C'est comme ça. C'est le Rambam qui dit ça. Lui, il disait ça à une époque où on était en train de vivre entre des petites villes de 100, 1000 personnes, etc. Nous, on est là, sur Internet, en train de vivre avec le monde entier. D'accord? On vit avec tout le monde entier. Donc, on est influencé obligatoirement à la fois par les hindous, à la fois par les mecs de la Silicon Valley, à la fois par les Espagnols, etc., etc. On est influencé, on est tiré de tous les sorts. Donc, ça, il faut savoir que nous, on n'est pas censé être là-dedans. Donc, on n'a pas besoin de lire l'actualité tout le temps. On n'a pas besoin de lire, de savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la vie des autres, etc., etc. Cela ne change rien. On a besoin d'être des gens, des individus qui pensent seuls et, effectivement, d'être entouré de gens bien, qui allons faire des choses bien. Si vous montez un groupe de, je sais pas, il y a le cœur des mamans, ces choses-là qui existent, qui sont des choses extraordinaires, d'accord, des groupes de femmes qui vont aller faire des choses extraordinaires. À ce moment-là, c'est parfait. On est là, on est tous ensemble pour faire du bien. On n'est pas là en train de tous ensemble pour aller parler de la politique, d'antisémitisme, de trucs, etc., etc. Donc faire très attention à cet effet de tribu. L'amitié, il y a je vais accélérer, pas un quart d'heure encore, je pense, ça ira? Ouais. Okay. L'amitié, autrefois on avait quelques amis, d'accord, 3, 4, 5. Et en fait, depuis que Facebook a appelé ami n'importe qui se connecte à nous, on a plein d'amis, d'accord, on a plein d'amis. Et là, je vais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée à moi-même. On était en 2007, on s'est connecté à Facebook au tout début, et on a commencé avec quelques amis de la high-tech à avoir vraiment plein de gens qui nous suivaient, d'accord? Et on arrivait à des milliers et des milliers de personnes qui nous suivaient. Et un jour, je reçois un de mes meilleurs amis, d'accord, qui était chez moi régulièrement, avec qui je travaillais, etc., un journaliste, et qui m'envoie un message et qui me dit « Jérémy, j'ai décidé de ne plus être ton ami. » Alors, je dis « Je trouve qu'il n'y a plus d'intérêt à l'être, d'accord? Donc, nous ne sommes plus amis. » Il a envoyé ça à moi et à un autre ami, d'accord, un autre ami à moi, il a envoyé ça comme ça. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, non, j'ai décidé, j'ai réfléchi, non, on arrête l'amitié. D'accord. C'est bizarre, même si tu veux pas être mon ami, ne dis rien et ça va, quoi, il n'y a pas de problème. Mais non. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Il me l'a dit lui-même des années après, quand il est venu m'enlacer en s'excusant, en disant qu'il était un gamin. Bon, il avait 30 ans quand même, hein. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'en fait, il s'est rendu compte que sur les réseaux sociaux, il avait tellement de friends, d'amis, qu'à un moment, il avait oublié qui étaient les vrais amis. Qui étaient les vrais amis. Donc en fait, à un moment, je dis, je peux en enlever 1 ou 2 ou 3. C'est pas grave, j'en ai encore 10 000. Encore 2000 ou des choses comme ça. Et donc ça, en fait, on doit faire très attention à ce sentiment d'amitié. L'amitié, les réseaux sociaux, les groupes et tout, on a l'impression qu'on est toutes copines, on est tous... Mais au final, il n'y a que 1, 2, 3 personnes, 4, 5 maximum, sur qui on pourra compter s'il y a quoi que ce soit. Donc on doit se forger de vrais amis. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis, c'est en train de faire un ravage, ce concept-là, dans tous les milieux, en France, aux États-Unis. Il y a plein d'articles qui sont en train de sortir sur ces sujets, en disant on n'a plus d'amis, on n'a plus de vrais amis, etc. Donc ça, c'est quelque chose de fort.
D'un autre côté, on a le fait d'être connecté en permanence. Le fait d'être connecté en permanence fait que il y a un passage dans Kohelet ou Mishlei, c'est Shlomo HaMelech qui dit ça. Il dit Oker raglecha mi bet reecha, pen isbaecha ou sneecha. Lève le pied de la maison de ton ami, de peur qu'il se rassasie et qu'il te haïsse. Et Rashi là-bas te dit, il dit de la même manière que si tu manges du vache qui est doux et agréable, si tu en manges trop, à un moment tu vas vouloir en vomir. De la même manière, si tu es trop chez ton ami, à ce moment-là, il se mettra à te détester. D'accord ? Donc pareil, l'amitié c'est très très bien, mais le fait d'être toujours en permanence avec des gens, au final, ça crée des tensions. D'accord ? Donc de la même manière, faire attention à ces sujets-là, et savoir faire le poids entre effectivement c'est mon meilleur ami, c'est mes meilleurs amis, mais on n'a pas besoin de vivre ensemble 24 heures sur 24 et d'échanger tout ce qu'on a fait à la cuisine, etc. Et là on parle d'ailleurs de ce sujet. Quand Bilam est arrivé devant le camp d'Israël, pour maudire Israël, il s'est mis à le bénir. Vous connaissez l'histoire d'un parachat Balak. Il s'est mis à le bénir. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël ». Quelles sont belles tes tentes, Yaakov ? Et c'est quoi en fait ? Pourquoi quelles sont belles tes tentes ? C'était pas là qu'il y avait une belle tenture, etc. Et c'était parce que les portes n'étaient pas l'une en face de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait c'était quelque chose d'exceptionnel. Ils ne se regardaient pas l'un à l'intérieur de la maison de l'autre. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais aujourd'hui, on prend des photos de notre maison à l'intérieur tout le temps. Donc on va faire la photo de nos enfants, on fait la photo de ce qu'on a mangé, on fait la photo de sa copine, de son fiancé, de sa nouvelle voiture, de son truc, etc. Donc on est complètement à l'opposé de cette sniout-là. C'est-à-dire que la sniout, ce n'est pas uniquement dans les vêtements. La sniout, c'est de garder sa vie privée. D'accord ? Ça s'appelle la vie privée. Ça s'appelle privée. Donc on la garde pour nous. D'ailleurs, à quel point les gens sont curieux. Les gens qui tapent mon nom sur Google, vous pouvez le tester quand vous voulez. Vous tapez Jérémy Bérébi, le mot le plus tapé à côté, c'est femme. Les gens veulent savoir qui est ma femme. D'accord ? Ils cherchent ma femme. Ils ne vont pas la trouver. Il n'y a aucune chance de la trouver. Il n'y a pas une photo sur Internet de ma femme. D'accord ? Déjà, ma femme, vous le testez, vous allez voir. C'est Jérémy Bérébi, femme. Alors, le deuxième, pardon ? C'est parce que vous nous dites de tester. Bah allez-y. C'est parce que donc ça monte. Ah, les bonnes là. Ça, c'est intelligent. J'ai pas pensé que j'avais augmenté le score. Très fort, très fort. Ça, j'ai dit plusieurs fois ça, vous êtes la première qui a remarqué ça. Bon, en tout cas, Jérémy Bérébi, femme. Et la deuxième, c'est Jérémy Bérébi, fortune. Donc là, pareil, ils ne trouveront pas. Mais en tout cas, c'est quand même, ils veulent savoir des choses, c'est privé, quoi. C'est des informations privées. Et je ne sais plus quels sont les autres, mais bon, c'est aussi sympathique. Donc, en fait, on est en permanence en train de vouloir se montrer à l'extérieur, Et ça pose deux problèmes. Déjà, on est des menteurs, d'accord ? On passe notre temps à monter des belles choses, d'accord ? Donc, on est là en train de... Un jour, j'ai vu une fille se balader dans la rue. Là, je ne regarde pas les filles, mais elle était vraiment... J'avais l'impression qu'elle est tombée dans les pommes. Elle marchait avec un visage triste. Et à un moment, je la vois, elle s'arrête, elle sort son smartphone, fait un sourire, elle se coiffe, elle est comme ça, hop, elle remet dans sa poche et elle se remet à faire la tête comme ça. Je lui dis, mais ses copines, elles doivent se dire, oh là là, elle est en train de kiffer sa vie, elle est contente, elle est heureuse, et les copines derrière, elles font la tête aussi. Donc elle pensait comme ça, mais en fait on ne se rend pas compte, on est juste en train de montrer effectivement la belle face de notre vie, d'accord ? On est en permanence en train de se montrer la belle facette. Et ça, c'est du mensonge, parce qu'il n'y a aucune personne qui est bien tout le temps, d'accord ? Donc quand on voit le fils de quelqu'un qui a l'air bien tout le temps, c'est juste qu'il n'a pas montré qu'il y a son fils qui vient nous foutre de bas, etc. Que sa femme vient de brûler le repas, etc. Voilà, il ne montre pas ça. Et on est là en train de montrer. Et qu'est-ce que ça génère, ce mensonge-là ? Ça génère de la jalousie, d'accord ? De la jalousie. Il y a un Issur Torah qui est dans les 10 commandements, d'accord ? Tous les Issur Torah sont importants, mais dans les 10 commandements, là au moins c'est clair. Lo tarmod. On n'a pas le droit d'envier la femme de son prochain, la voiture de son prochain. Il y avait écrit les chevaux, je crois, à l'époque. L'âne et tout ça. On n'a pas le droit d'envier les choses des autres. Donc quand on est en train de se mettre en avant et de montrer les choses aux autres, à ce moment-là, on est en train de provoquer de la jalousie. Donc il faut faire très très attention à ça. Très très attention à ça. Et on ne se rend pas compte qu'il y a un Issur. Dans la Torah, il y a un Issur Torah qui s'appelle Lifnei Iver Lo Titen Mirshol. C'est un interdit de la Torah qui est global, qui dit
ne met pas d'obstacle devant un aveugle. Et c'est quoi en fait ce listening vert? Ça veut dire que ne fais pas en sorte à ce que quelqu'un fasse une avéra à cause de toi. D'accord? Donc quand vous êtes en train de mettre en avant des choses, vous entraînez en fait cette jalousie de l'autre côté et cette avéra de l'autre côté. De la même manière, hier j'ai parlé devant, il y avait 50 filles à la maison d'un séminaire et je leur disais la même chose, vous allez bientôt vous fiancer, d'accord? Vous êtes toutes célibataires, vous allez bientôt vous fiancer. Quand vous allez mettre que la bague de fiançailles que vous allez mettre sur votre Instagram, dites-vous que vous avez plein de filles derrière qui n'ont pas trouvé, qui sont en train de pleurer chez elles, cassées avec leurs copains, etc., etc., et qui sont en train de pleurer parce que vous êtes en train de faire ça. Donc, il n'y a pas besoin de le partager, ce bonheur-là. Il n'y a pas besoin. D'accord? Un jour, vous allez inviter à votre mariage, vous n'avez pas le choix, vous n'allez pas le faire tout seul. D'accord? Mais dites-vous que quand vous partagez des choses, réfléchissez à non, est-ce que je ne provoque pas de la jalousie? Et d'ailleurs, le fait de voir des gens toujours comme ça, heureux, etc., c'est que nous-mêmes, on n'est jamais content de soi. D'accord? On n'est jamais content de soi. C'est-à-dire que comme on voit les gens qui sont tous bien, les stars ont l'air magnifiques, c'est des super gens, ils sont toujours avec des meilleures personnes de la planète, etc. Ça s'est coupé? Batterie faible. Batterie faible, voilà, c'est ça. Il faut acheter le XR. Hein. Et le fait de voir en fait le monde et les gens à l'extérieur en permanence, on a toujours l'impression d'être nul. D'accord? Si on voit des gens champions du monde de roller qui sautent de la Tour Eiffel, c'est un copain à moi, Ty Chris, il a sauté de la Tour Eiffel comme ça, il a fait le truc. À un moment, un mec il dit, moi je fais le mec il faisait la petite patin à roulette dans le truc, il fait du roller, qui faisait un petit saut comme ça, il était tout content, et là il arrive comme ça, il rentre chez lui, il est déprimé, il dit mais ce que je fais c'est nul. Et donc on est comme ça en permanence à voir des gens qui font des choses, plein de choses superbes, donc au final on n'est jamais satisfait. C'est vraiment, à un moment on a de la jalousie vis-à-vis de ces choses-là, vis-à-vis de ces gens-là. Et de la même manière, les artistes, quand ils sortent une nouvelle chanson, d'accord, donc ils vont voir le nombre de vues qu'ils vont avoir sur YouTube. D'accord, ils vont voir le nombre de vues. Donc ils vont sortir une nouvelle chanson. Et là, paf, il y a l'autre artiste qui va avoir encore plus de vues. Donc là, même s'ils en ont eu des dizaines de millions, ils vont être tristes parce qu'ils ont eu l'autre artiste qui avait vu. Ou alors, imaginons que l'autre n'ait pas eu mieux, mais ils ont eu une chanson à 40 millions de vues, celle d'après a fait 9 millions, et là, ils sont pas bien. D'accord? Là, je parle en connaissance de cause et en parle avec beaucoup d'entre eux. Ils ne sont pas bien parce qu'effectivement, ils se disent voilà, je suis moins accepté qu'avant, ce que je vais, c'est moi. Donc en fait, il y a un secret qui est clair, net, précis. On ne doit pas attendre d'avoir des notes des autres. C'est-à-dire que ce ne doit pas être le regard des autres qui va être notre jugement. D'accord? C'est pas ça qui va décider si on est des gens bien ou pas des gens bien. Et surtout, on doit arrêter de voir la vie des autres en permanence pour justement éviter d'avoir justement cette attirance vers cette jalousie. On a, pareil, les fortunes avec qui j'ai travaillé, etc. Je peux vous dire qu'ils n'ont rien à envier. Leur vie est pourrie pour beaucoup d'entre eux. C'est vraiment, il y a plein de problèmes. Des problèmes avec leurs employés, des problèmes avec leurs enfants, des problèmes avec leurs femmes, etc. Il n'y a rien. Donc au final, il faut faire très attention à ça. Le fait de voir toujours la vie des autres, c'est quelque chose de problématique. Donc utiliser Internet pour voir les recettes de cuisine, c'est très sympa. Ça peut te donner des idées pour ce soir. Mais voir la vie des autres en permanence, ça c'est plus un problème. Et c'est pour ça, et c'est tout ça en fait, le fait de voir les gens heureux à l'extérieur, c'est ça qui a entraîné une hausse des suicides, d'accord? Il faut savoir qu'il y a une équipe dédiée chez Facebook, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui efface les suicides en temps réel. Il y a des gens qui se suicident et qui se filment en Facebook Live, et vous avez une équipe dans la modération qui est là pour retirer la vidéo le plus vite possible, d'accord? Donc voilà. Donc star d'un jour, d'accord, ils disent voilà, là, je vois tout le monde entier qui a l'air tout bien, il n'y a que moi qui suis pas bien. Et bon, le monde est comme ça, on pense vraiment comme ça. Et donc ça c'est vraiment pareil, un autre problème. Donc le fait d'avoir justement tout ce bruit autour de nous, d'accord, je vous ai dit beaucoup de choses, je vous ai dit beaucoup de problèmes. Ça empêche plusieurs choses. Ça empêche de se concentrer sur sa famille, sur ses enfants. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu autant d'oubli dans les voitures d'enfants. D'accord? C'est pour ça que maintenant il y a des nouvelles lois qui ont été mises en place, il y a des nouveaux systèmes dans les voitures. Même Waze nous dit attention, n'oubliez pas l'enfant derrière, etc. D'accord? C'est pas pour rien, c'est qu'effectivement c'est les téléphones qui ont fait que les gens oublient de plus en plus. On a moins d'attention.
La conduite, le taux numéro 1 de mortalité dans un accident de voiture, c'est l'envoi de messages, évidemment, d'accord. J'ai plus le chiffre ici, il faut que je le note, mais vous pouvez le trouver sur Internet, c'est gigantesque, c'est énorme. Tous les jours, c'est des milliers, c'est des dizaines de personnes qui meurent de ça. Pardon? Ça a dépassé l'alcool, ouais. Ça a dépassé l'alcool, ouais. Ça a dépassé l'alcool. Le merci, l'alcool, ils ont bien géré la chose, mais en tout cas, ça, le problème des messages, non. Il y a eu pas mal de sociétés qui ont voulu lancer des technologies, que le téléphone s'arrête pendant que les gens conduisent, etc. Il y a eu pas mal de choses. Mais voilà, de la même manière qu'on ment à Waze en disant je suis passager, d'accord. De la même manière, les gens vont continuer à mentir. Pareil, échec scolaire, les professeurs sont alarmés. Même en Israël, en général, on n'a rien envie d'interdire. Même en Israël, on veut faire passer une loi quand il y aura un gouvernement dans 15 ans. Peut-être. On veut faire passer une loi qui va interdire dans les collèges et lycées, interdire les smartphones. En France, ça a été le premier pays au monde qui a mis ça en place, d'accord. Donc dans les collèges, c'est interdit à 100%. Dans les lycées, c'est le proviseur qui décide. D'accord, s'il sait qu'il va se faire lyncher, donc là il évite. Mais en tout cas, voilà, c'est ce genre de choses qui sont en train d'être mises en place parce qu'effectivement, on n'arrive plus à se concentrer, on ne pense plus à ses devoirs, on ne pense plus à ce qu'on a dans le tableau, on pense à ce qu'on vient de voir. Quelques autres petits points rapidement, pour finir. Le lashon hara. On ne se rend pas compte, mais poster quelque chose sur quelqu'un, ou sur une entreprise, ou sur un homme politique, sur n'importe quoi, sur Internet, ça s'appelle du lashon hara, d'accord. Et c'est lashon hara, c'est la méadrine, quoi, parce que c'est lashon hara en public. Le lashon hara en public est bien plus grave que le lashon hara à une personne. Le lashon hara vis-à-vis d'une personne, on peut le corriger, d'accord. Comment on peut le corriger? Le Chafetz Chaim le dit, c'est qu'on va par exemple dire du bien de la personne après devant cette personne. Il y a des moyens de corriger, d'essayer de corriger en tout cas le mal qu'on a pu faire. Mais quand on envoie ça sur un réseau social, on ne sait plus qui a lu, etc. C'est terminé, d'accord. Donc quand vous êtes dans un resto et que le serveur ne vous a pas bien servi, vous n'avez pas le droit de poster sur un réseau social attention, ce resto est pourri. Vous n'avez pas le droit de le faire. Le seul moment où vous pouvez répondre et donner cette information, c'est si quelqu'un vous demande à vous, d'accord, est-ce que tu as déjà été dans ce restaurant? Oui. Et là, la personne vous dit, est-ce qu'il est bien? Là, tu dis, qu'est-ce que tu veux savoir? Il faut demander. Est-ce que le service est bien? Là, tu vas dire, non, le service n'était pas bien. D'accord? Ou alors, tu vas demander, s'il demande est-ce que le repas était bien? Tu dis, oui, le repas était bien, et tu dis pas que le service n'était pas bien, par exemple. D'accord? Donc, le lashon hara, les lois du lashon hara sont des lois très précises, des lois très importantes, d'accord, dans le judaïsme. Pour les non-juifs, même si c'est pas exactement les mêmes lois, en tout cas, selon les poskim, c'est exactement la même chose, parce que si on commence à s'habituer à dire à les non-juifs aussi du lashon hara, ben on en dira aux juifs aussi. Donc on ne dit pas. Donc c'est pas parce que c'est un homme politique, c'est pas parce que c'est un homme public, c'est pas parce que si, etc., que ça peut être un punching ball. On ne parle pas des gens, on ne parle pas des entreprises. Je dis ça en connaissance de cause, en ayant fait cette erreur. Il y a plus de 10 ans, j'ai posté un message diffamatoire sur une entreprise qui m'avait escroqué, d'accord? Et j'ai posté quelque chose sur Twitter, et j'étais le premier condamné de France sur Twitter, d'accord? Pour tweet, 10 000 € quand même le tweet, hein. C'était 2 lignes, hein. 2 lignes pour avoir dit du mal. Et moi je me suis dit, non, Hachem a voulu que j'ai ce truc-là, il faut que je réfléchisse. Et j'ai parlé avec un arabe, et il m'a dit, bah, tu n'avais absolument pas le droit de le faire. C'est-à-dire que tu as un problème avec cette boîte, tu n'avais pas le droit de faire ça. Donc j'ai bien fait de me prendre ça dans la figure. Voilà, donc ça c'est le lashon hara, faire très attention à ça. Le travail, il est interdit de dormir tard si on est salarié d'une entreprise, d'accord? Parce que demain, le lendemain, on est fatigué. C'est la halakha, là, celle-là c'est déjà dans les Mishnayot. C'est l'air tout bête, mais c'est important. Donc de la même manière, quand on a son téléphone au travail, on doit faire très très attention à avoir justement du temps où on se concentre. Alors il y a certaines entreprises qui mettent en place des outils comme Slack où on communique en permanence. Donc bon, c'est eux qui ont mis ça en place, donc on ne peut rien faire, donc on est dérangé effectivement. Mais dans les entreprises où ce n'est pas le cas, et si vous avez un travail qui ne nécessite pas d'être en contact avec vos copines, avec vos entourages, etc., et même avec votre collègue, au moment où vous faites votre travail, bah, vous éteignez votre téléphone. D'accord? Vous l'éteignez réellement. Ou alors vous allez demander à votre responsable d'entreprise, vous allez demander quelles sont les règles de l'entreprise sur l'utilisation des smartphones. En France, dans la loi du Code du travail qui a 3 ans maintenant,
il y a une loi qui oblige les entreprises de plus de 50 salariés à définir des règles d'utilisation de smartphones en entreprise. Et de l'email, de l'internet en général. C'est à la fois en entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. De la même manière, si vous êtes patron, vous ne pouvez pas contacter vos employés le soir par WhatsApp en leur demandant de faire des choses, en leur demandant d'aller chercher des trucs, etc., etc. Si c'est une fois de temps en temps, évidemment que oui, d'accord. Mais si c'est permanent, comme dans beaucoup d'entreprises, dans le monde du consulting, dans le monde de la banque, etc., où c'est permanent, à ce moment-là, c'est un problème. Il y a le dernier sujet, c'est le sujet des mauvais contenus. C'est pour les hommes et pour les femmes. On a les Rabbanim, on avait mis tout ce que je vous raconte là. Rav Wosner, il y a 15 ans, l'avait déjà prévu, avait déjà vu ce qui allait se passer rien que quand les téléphones portables sont sortis. D'accord. Donc là, on a juste décuplé x 1000. D'accord. Les problèmes de concentration, les problèmes de manque de productivité, etc. etc. Et donc, les Rabbanim ont une vision, on a l'impression qu'ils sont à côté de la plaque, mais moi j'ai participé aux réunions avec eux, d'accord, des réunions comme ça pour parler justement des systèmes de feed, de qu'est-ce qui peut être permis, pas permis, etc. etc. Je veux vous dire qu'on est au même niveau, d'accord. Ils l'utilisent pas, mais ils comprennent parfaitement le sujet. Donc, il existe des filtres sur Internet, d'accord. Les psakim, il est obligé d'avoir un filtre sur Internet, d'accord. C'est le psak de l'halakha, vous faites ce que vous voulez avec. Je ne suis pas là pour vous dire, mais il faut savoir qu'on est obligé d'avoir un filtre. Il y a plusieurs types de filtres. Il y a les filtres de NetSpark, qui sont les filtres light. Vous pouvez même avoir Facebook avec et plusieurs réseaux sociaux dessus. Et des filtres un peu plus avancés. Moi, j'utilise un filtre qui s'appelle NetFree. Donc, je n'utilise pas sur mon smartphone, j'utilise sur mon ordinateur. Et qui est génial, qui me permet de travailler, qui me permet d'avoir que des choses qui sont bien pour moi. Donc voilà, faites très attention à ça, pour vos enfants, pour l'ensemble de l'entourage, etc. Il y a une importance de mettre des filtres. J'ai dit que c'était le dernier point, mais j'avais oublié quelque chose. Quand vous postez des choses sur Internet, surtout je parle aux jeunes qui sont là, postez des choses sur Internet, dites-vous que vos enfants, et peut-être vos petits-enfants vont voir ce que vous êtes en train de faire là. Donc hier quand j'ai parlé à 50 jeunes filles de 18-20 ans, d'accord, et en fait, à chaque fois que je parle à des filles de séminaire, etc., il y a toujours quelques-unes qui viennent en me disant « Regardez, j'ai fait tchouva, j'ai des photos de moi en maillot de bain encore sur Instagram. Je ne sais pas comment les enlever, j'ai perdu mon mot de passe, j'utilise plus le mail que j'utilisais, etc. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. » Alors pour certaines, on a utilisé les relations chez Facebook pour nous aider. Là il ne veut plus me parler parce qu'on a trop utilisé. Mais en tout cas, il faut savoir. Et elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, j'ai raté 2 shiduchim à cause de ça. D'accord. Ils ont trouvé mes photos. Ils m'ont trouvé des photos sur Internet. D'accord. J'ai raté 2 shiduchim à cause de ça. Je peux vous donner, si vous voulez, je ne vais pas vous dire en public maintenant quel est son nom. Elle est prête à témoigner, elle est prête à parler avec vous si vous voulez avoir des témoignages. Elle est en train d'écrire un article sur Torah Box pour raconter ce qui lui est arrivé. Donc, quand on poste quelque chose, se dire, attention, c'est mon futur employeur qui va voir. Il y a aujourd'hui des outils qui permettent que quand on veut recruter quelqu'un, on tape son nom. Et ça alimente de tous les réseaux sociaux, toutes les photos, tout ce qu'il est en train de poster pour voir ce qu'il est en train de faire, pour voir quel type de personne c'est. D'accord. Si on voit qu'il est en ligne tous les jours jusqu'à 2 h du matin en boîte, etc., peut-être qu'il y a certaines boîtes qui ne sont pas très intéressées à voir que c'est quelqu'un qui boit tout le temps, etc. Bon, il peut y avoir plein de choses. Mais en tout cas, cette vie-là, publique, est problématique. Donc, faites très attention à ce que vous postez. Certaines fois, vous allez avoir du mal à enlever ce contenu-là. Donc voilà, donc ça c'était le dernier point. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une Torah énorme, d'accord. Moi je vous dis qu'il étudie ça à plein temps, plus j'étudie, plus je me dis je finirai jamais, d'accord, c'est gigantesque. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter, d'accord. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Même donc même les plus grandes fortunes peuvent faire n'importe quoi, ils n'arriveront pas à acheter du temps. Donc le temps, il ne faut pas le gâcher. Donc voilà, j'espère que les conseils que je vous ai donnés d'Ezrat Hashem vont vous aider. Si vous avez des questions. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des affaires que vous avez refusé de faire par rapport justement à l'addiction, à la morale juive? Morale juive, à ce que j'ai parlé aujourd'hui. Les sujets dont j'ai parlé aujourd'hui ne sont pas que morale juive, d'accord. C'est une morale. Alors, morale juive, oui. Beaucoup de choses, d'accord. Les sujets de casino, de plein de jeux de l'argent, etc. Tous les jeux d'addiction qui vont poser des problèmes. On a une entreprise. J'avais compris une entreprise qui avait lancé un jeu qui s'appelle Song Pop. Song Pop, c'était un des plus grands jeux au monde pendant pas mal de temps. C'était un blind test
On a vendu la boîte à Gameloft l'année dernière. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle des baleines. Les baleines dans le monde du jeu, ce sont des gens qui n'ont rien à faire à la maison, qui sont souvent des retraités ou des enseignants, des petits gens, d'accord, des petits gens, de shalom, mais je veux dire, pas de personnalités, pas des riches, d'accord, qui se mettent à être tellement addicts à un jeu qu'ils vont dépenser des milliers de dollars. Et on s'est rendu compte qu'on avait des joueurs qui dépensaient plus de 20 000 dollars par mois sur la plateforme, d'accord. Donc là, on les a limités, par exemple, ces gens-là, d'accord. On n'était pas obligé de le faire, ça c'était super rentable, d'accord, c'est super sympa. Mais à un moment, on a dit stop, d'accord. Alors je sais pas, moi c'est mon associé n'est pas juif, d'accord, il n'y a pas besoin de l'être pour se rendre compte de ce genre de problème. On se rendait compte qu'effectivement, il y en avait une qui était hôtesse de l'air aussi. Et voilà, c'était une catastrophe, ce genre de choses. Donc en fait, moi j'ai toujours voulu investir dans des sociétés qui améliorent le monde. C'est ça mon truc, d'accord. Donc même, alors pourquoi tu investis dans le jeu? Le jeu, il faut savoir que ça occupe les gens, d'accord. Les jeux, ça occupe les gens. Si les gens aujourd'hui ne jouent pas, il faut savoir que d'ailleurs, le taux de délinquance dans les rues a baissé drastiquement grâce au jeu. Donc ça a des avantages, aussi ça, d'accord. Mais après, la question, c'est à quel point on rend ça complètement addictif et complètement donc oui, effectivement, moi, il y a plein de sociétés où j'appelais mon rave et je posais la question, est-ce que je peux investir là-dedans ou pas. Et voilà. Mais est-ce que vous pensez que pour les enfants, ça sera de pire en pire, ou est-ce qu'un jour, ça va... Parce que aujourd'hui, c'est Instagram, est-ce que dans 20 ans, ça sera encore pire? Ça pire, bien sûr. Pire. Ça va être pire. Ah, ça va être de pire en pire. Et puis il y a des écoles où les morottes donnent des devoirs par WhatsApp. Ouais. C'est quand même... Ils font un groupe. Regardez, aujourd'hui, c'est des outils qui sont utilisés. Soit il y a smartphone, soit il n'y a pas de smartphone. Donc maintenant qu'il y en a un, tant qu'à faire, on utilise l'outil. D'accord. Donc c'est pas grave de donner des devoirs par WhatsApp si les élèves ont un WhatsApp. Par exemple, Mathieu avait un téléphone cachère, j'étais obligée. Ah, de là, ça. Ouais, de ça la c'est mettre effectivement. là-dedans, et bon, avec ça c'est effectivement le problème. C'est effectivement le problème. Il faut prier pour qu'il y ait un gouvernement et que ça passe. Mais ouais, c'est effectivement un problème. C'est effectivement un problème. Alors, on ne peut pas retirer un adolescent un téléphone. Alors ça, voilà, je peux vous dire un truc. Alors, on me pose la question, c'est est-ce qu'on doit retirer à l'adolescent un téléphone? Alors, on ne peut pas retirer un adolescent un téléphone. S'il ne le veut pas, il s'énervera, etc. Il sautera dans tous les sens, etc. Ça fait un problème à la maison. Donc, je vous dis, ce qui est recommandé, c'est de discuter avec l'adolescent de ce sujet-là, d'accord? De discuter de ce sujet, de le faire voir ce cours-là qui a été enregistré, j'espère, volontairement. Voilà, de faire voir ce genre de choses, de parler autour de la table avec lui, sans son téléphone, d'accord? Et ce que font beaucoup de familles aujourd'hui dans le monde entier, c'est qu'elles font des plages horaires où il n'y a pas de téléphone pour personne, ni pour papa, ni pour maman, ni pour les enfants, d'accord? Ce sont des zones sans écran. En général, c'est 19h, 21h30, d'accord? Ou 19h, 21h. Et voilà, les gens sont à la maison, ils sont tous ensemble, et après ils retournent devant leurs écrans. Et pareil, de la même manière, si un jeune dit « bon regardez, je vais jouer », on peut lui dire « ça maintenant ». On ne doit pas lui dire « non, tu ne joues pas », parce que pareil, il ne voudra pas écouter, d'accord? On lui dit « pas maintenant, tu joueras demain, entre 18h et 19h, tu pourras jouer ». Donc lui, il sait qu'il y a un moment où il pourra le faire, donc il ne va pas se vexer. Ça, il y a plein de trucs. Il y a un livre qui vient de sortir, qui s'appelle, enfin il y a quelques semaines, qui s'appelle Indistractable, d'accord, et qui est un livre qui donne aussi des conseils comme ça sur les enfants, etc. Bon, tout ça est en train d'être essayé par pas mal de gens, mais je me rends compte que voilà, dans le monde entier, les gens sont tous en train de mettre en place ces zones ces horaires de jeu. Il existe même des boîtes qui s'appellent, alors il y en a un qui a appelé sa boîte la Shabbat Box, d'accord, il n'est pas juste celui qui a écrit ça. Il appelle ça la Shabbat Box. Mais ce sont des boîtes que vous pouvez acheter sur Amazon avec un timer. Pardon? Vous investissez certainement. Maintenant, il y en a beaucoup maintenant des boîtes. Et il y en a beaucoup des boîtes. Vous avez des boîtes sur Amazon qui sont en fait utilisées pour deux choses. À la fois pour l'addiction aux gâteaux. Les gens qui aiment trop les gâteaux, en fait, ils ont une boîte dans laquelle ils mettent leurs cookies. Et elle est fermée, et il y a un timer qui leur permet de prendre juste à certains moments des cookies, d'accord? Donc il ouvre, il ferme, et après il n'y a plus de cookies, d'accord? Mais je vous dis, ce truc-là, ce kitchen, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous trouverez facilement sur Amazon.com aux États-Unis. C'est une des plus grandes ventes d'Amazon parce qu'ils sont passés à la télé sur Shark Tank. Ils ont levé, il y a eu des angels qui ont investi dedans. C'est passé à la télé en prime time, donc ça fait un carton. Et il y a le même type de boîte pour les smartphones, d'accord? Donc on met ces smartphones dedans et on dit voilà, il n'y a que dans 2 heures que je pourrai le récupérer.
On a l'air fou hein, de faire ça, mais des fois on n'a pas le choix. Donc on peut Protection. faire. Pardon? C'est une protection. C'est une protection, ça permet justement parce qu'on a du mal à se contrôler justement. Mais si quelqu'un il a mis son téléphone dans la boîte, il peut aussi l'enlever facilement. Maintenant elle est fermée, Oui, elle est bloquée. Oui, mais il a dû sûrement choisir un code à la boîte pour qu'elle soit fermée. Non, justement. J'essaie déjà de savoir comment ouvrir la boîte. T'es bon. Bah regarde, va voir la boîte comment ça marche. C'est pas cher en plus, hein, c'est quelques dizaines d'euros. Et en fait, c'est un système où vraiment, même papa pourra pas l'ouvrir. Ça se jette par terre? Ça tu veux la casser, ouais. Tu veux la casser. Mais le but c'est, si tu veux pas, de toute façon ça sert à rien d'acheter ça, d'accord? C'est si les enfants ne veulent pas participer à ça, ça sert à rien. Parce que comme tu dis, ils vont la casser, ils vont s'énerver, ils vont casser toute la maison à côté, ça sert à rien. Donc de toute façon, on est là, il faut que ça soit quelque chose, tout le monde accepte. Et les enfants sont très contents aussi de voir leur papa sans smartphone, d'accord? Hein? Ah, toi, il est d'accord. Hein? Voilà. Il aimerait bien voir tenir 2 heures. Voilà. C'est pas vrai. Ah d'accord, c'est bien, je vais envoyer ce là. Et voilà, donc au final, c'est pour ça qu'on dit les enfants, ça va être pire pour les enfants, mais comme j'ai dit au début, on est tous concernés. Voilà. Mais c'est pas mieux de ne pas lui acheter au début. Si on peut ne pas avoir de téléphone, de smartphone, même nous, d'accord, il ne faut pas en avoir, d'accord. Si on peut se débrouiller sans avoir un ordinateur, même une tablette, d'accord, on peut avoir une tablette. Et quand on est à la maison, on utilise sa tablette et on sort à l'extérieur, il n'y a pas la tablette, on prend son poids, etc. C'est le mieux, d'accord, de ne pas être connecté en permanence, c'est évident, c'est ce que je fais moi maintenant, depuis des années. Et ça va, je me débrouille très très bien. Là, il y a juste une dame qui a demandé, après je... Est-ce considéré comme de la sonara de donner un avis, pas sur un parti politique spécifique, mais sur des grandes lignes, c'est-à-dire parti religieux ou parti laïque? Oui, a priori oui. Alors maintenant, il faut savoir, on peut donner son opinion en disant du bien d'un parti. D'accord? Donc si par exemple vous pensez pas comme l'autre, dites comme qui vous pensez et vous dites pourquoi vous pensez qu'il dit du chose bien. Donc là vous dites pas de la shonara, mais on a compris que vous pensez pas comme l'autre. Donc ça c'est le meilleur moyen. Donc là il faut faire pareil, faire très attention. À part les conférences, est-ce que vous avez réfléchi à d'autres solutions pour diffuser en fait votre message? Alors on est nombreux. Il faut savoir qu'il y a une association aux États-Unis qui est financée par des dizaines de millions de dollars, aussi par les patrons de la tech, qui est en train de faire des publicités télé pour dire aux gens effectivement de faire très attention. Alors, il y a des conseils qui ont été donnés. C'est le fait par exemple de mettre son écran en noir et blanc. Je sais, il y avait une fonction qui permet d'avoir son écran en noir et blanc. Ça attire moins l'œil. D'enlever complètement les notifications, d'enlever tous les réseaux sociaux des smartphones, de les laisser que sur les ordinateurs. Voilà, il y a plein de choses. Je suis en train d'écrire un document qu'on m'a demandé déjà depuis 1 mois et demi, avec plein de conseils comme ça. Donc je ferai envoyer, si vous voulez, dès qu'il sera prêt. Les attachés, que j'ai le temps de le finir. Et évidemment, les filtres, en fait, les filtres ont aussi le fait que ça nous enlève beaucoup de choses qui sont justement des distractions. Donc, effectivement, on utilise moins. Mais pareil, moi je vous dis, le seul moyen que j'ai trouvé, par exemple, d'étudier comme il faut Torah, etc., c'est d'aller dans une yeshiva où il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de wifi, il n'y a rien. Et voilà, je suis dans la Tevat noire pendant la journée. Voilà, maintenant, j'ai pas vu mes mails depuis 1 heure, je sais pas quelle heure, depuis 2 heures, quand je suis passé chez moi. Et voilà, tout va bien. Peut-être qu'il y a des gros problèmes, hein. On a un truc, il y a un sac deal, un truc qui doit tomber, etc. Mais c'est pas grave, je le saurai demain matin, il n'y a aucun problème. Voilà. Ouais. Déjà, la prise de conscience, c'est la première étape. D'accord. Après, les outils, il faut savoir que Apple et Google mettent en place les deux des nouvelles fonctionnalités qui sont censées permettre de limiter. Google, ils ont une équipe qui ont un groupe qui s'appelle Google Wellbeing, bien-être, Google Bien-être. Et en fait, ils sont là, c'est sous les outils qu'ils ont mis en place dans Android pour limiter l'utilisation de certaines applications, de limiter l'heure d'utilisation, etc. de téléphone. Et sur iOS, il y a quelque chose qui s'appelle Sleep Time, je ne sais pas comment on dit, qui permet aussi de bloquer, mais c'est vraiment pas efficace comme il faudrait. Il y a une app qui s'appelle Forest, qui permet, en fait, vous plantez un arbre virtuel,
Et si vous respectez, vous ne vous connectez pas longtemps, je crois que l'arbre pousse et vous êtes très content de voir votre arbre pousser. Ça fait un carton, il ne faut pas imaginer, mais ça fait. En même temps, comment ils peuvent être partiels? Parce que d'un côté, ils ont envie de. Mais justement, ils n'arriveront jamais à l'être. Voilà. Ils n'arriveront jamais à être complètement partiels. Et développer et bloquer. Pardon? Ils peuvent pas. Et développer, alors Apple et pourrait bloquer. l'être. Apple pourrait l'être parce qu'eux n'ont pas. Apple ont moins intérêt au fonctionnement avec les publicités. Mais bon, ils veulent qu'on achète des apps. Ils veulent qu'on achète des apps. Ouais. Mais oui, tout à fait. C'est le problème, c'est que le fameux Tristan Harris, qui est le président de l'association dont je vous ai parlé, lui, il ne dit pas aux gens jetez votre smartphone. D'accord? Il ne le dit pas. Moi, je vous le dis. Si vous pouvez, laissez-le tomber. D'accord? Si vous pouvez le faire, c'est sûr, je ne dis pas que c'est possible facilement, rapidement. En tout cas, si vous pouvez le faire, vous en débarrassez et c'est très bien, vous allez très bien vivre. Le seul truc, moi j'ai un smartphone dans la voiture, ça s'appelle NetoWaze, il n'y a que Waze et Pango dedans. Voilà, c'est super, ça se vend à Mnebrac. Ça coûte quoi, 20 shekels par mois, un truc comme ça. Et donc j'ai Waze. Voilà. Ce Waze, vraiment, Waze, c'est génial. Sinon je ne serais pas arrivé là. Ça fait pareil, ouais, ça nous fait tourner en rond Oh, bon, non, pour voir les pubs. Non, mais il faut savoir que dans les sociétés, on apprend maintenant effectivement à gérer son temps. Enfin, moi, je sais, quand j'étais en France, on a eu la formation pour ça. Tout à fait. D'abord, faire son planning, vous préparez vos journées, vous préparez des phases où vous allez préparer votre réunion du jour d'avant, vous préparez des horaires pour vos mails, des trucs comme ça. Les sociétés ont mis des outils en place comme ça. Alors après ça, il faut les respecter. Tout à fait. Mais c'est pas assez tout. Malheureusement, c'est pas assez. Voilà. Et c'est des choses qui vont revenir en permanence. C'est surtout du bon sens. Hein. C'est du bon sens. J'ai rien dit qui était. Face à un iPhone et face à un truc comme ça, le bon sens, c'est vrai que on l'oublie. Pas exactement sur le sujet que tu as donné, mais comment, quel conseil tu donnerais aujourd'hui dans la high-tech? On bosse comme des termes, on bosse comme des loups, ça n'arrête pas. Comment toi tu gères, enfin, tu gères à l'époque la Torah là-dedans Moi j'avais des heures fixes d'études chaque jour, d'accord. Quand j'avais ma première start-up en France, j'étudiais jusqu'à 11h le matin. Et c'était ma bouffée d'air de la journée. C'est-à-dire que quand j'arrivais au bureau, j'avais une énergie de ouf. Les gens ne savaient pas comment j'arrivais à décoller aussi vite. Et donc en fait, tout le secret, c'est d'arriver à fixer des heures fixes à tel point que Emmanuel Macron m'a invité jeudi et j'ai pas été parce que j'avais. Donc Emmanuel Valls, il y a quelques mois, il y a quelques années. Voilà, c'est fixe, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas un client, il n'y a pas c'est important, il n'y a pas de truc, il n'y a pas ah non, mais si c'est ça, je le rate. Non, parce qu'on a toujours des excuses. Et si on commence à rater ces heures fixes, elles vont tomber. Donc, ça, c'est très très important de se mettre des heures fixes. Et après, voilà, j'ai dit jusqu'à 11h, mais ça peut être jusqu'à 9h, ça peut être le soir. Ça peut être régulier aussi pour que sa famille, aussi, sa femme, ses enfants, ça où on est, d'accord. C'est important que tout le monde sait où est l'autre. Donc avoir l'habitude aussi, papa c'est le moment où il est en train d'étudier, papa c'est le moment où il est à la maison, etc. Donc les horaires sont assez... voilà. Mais le secret, face à un secret, le rabbi de Lubavitch, quelqu'un lui a demandé mais comment vous arrivez à faire autant de choses? Et il a dit que c'était la gestion du temps. C'est quand il dit quand je fais une chose, je fais que ça. D'accord. Donc il avait un agenda, c'était organisé, où il faisait à chaque fois une seule chose. Alors lui, bon, j'arrive pas à son ongle, mais par rapport à tout ce qu'il a fait, mais... Pardon? On va avoir des smartphones. Voilà, alors on peut le laisser au bureau, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont dit de laisser leur smartphone au bureau, ce qui est une super méthode. Après, bon, si on reste au bureau jusqu'à 22h, ça... parce qu'il y a le smartphone là-bas. Mais... Vous savez, regardez, moi je vous ai dit le problème, j'espère que vous avez pris conscience de ça. Maintenant, chacun va trouver ses méthodes. Le filtre, ça c'est le minimum, je vous le dis, c'est vraiment très très important et pour tout le monde. Il faut que vous soyez des modèles pour vos propres enfants. Mais par contre, voilà, après sur tous les autres sujets, comment on gère sa relation à tout ça, ça c'est chacun en fonction de son métier. Merci beaucoup.